Bonsoir à tous, chers abonnés d'Omerta, chers abonnés de la chaîne YouTube d'Omerta. Je suis ravi de vous retrouver pour ce live. On va passer 2 bonnes heures à décrypter un petit peu l'actualité. Alors, pourquoi avons-nous intitulé ce live N'oublions pas l'Ukraine? Eh bien, tout simplement parce que, comme vous l'avez remarqué, le début de l'année a été marqué par une réorientation du monde, mais on en a l'habitude avec Donald Trump. Là, c'est l'enlèvement de Nicolas Maduro par les États-Unis qui est survenu le 3 janvier 2026. Les forces spéciales américaines sont intervenues à Caracas pour kidnapper le dirigeant vénézuélien. L'opération s'appelait Absolute Resolve, détermination absolue, et elle a en gros bouleversé, on va dire, l'équilibre du monde, puisque Donald Trump a décidé en gros de mettre la main sur les puits de pétrole au Venezuela, et puis tout en laissant l'architecture chaviste en place, de rapatrier et de juger son président. Qu'est-ce que ça a changé? Ça a changé beaucoup de choses internationalement. Ensuite, il y a eu l'épisode du Groenland. Maintenant, on est parti sur l'armada américaine qui croise au large de l'Iran. Il y a eu une alerte aussi sur une possible intervention en Iran. Et face à ça, chez Omerta, on a trouvé on avait un peu oublié la guerre en Ukraine. On va dire ce conflit majeur que nous suivons depuis 3 ans et demi. Et c'est pour ça qu'on a décidé de faire ce live ce soir, pour un petit peu faire le point, revenir sur les événements en Ukraine, voir comment ce conflit impacte toujours et nous impacte toujours, et puis ensuite répondre à vos questions. Et pour cela, j'ai fait appel à Sylvain Ferreira. Bonjour Sylvain, vous êtes en direct avec nous. Bonjour Régis, merci de m'accueillir de nouveau pour parler de ce sujet. C'est un grand plaisir. Alors, vous êtes spécialiste et vous connaissez extrêmement bien l'Ukraine, vous connaissez extrêmement bien tout ce qui s'est passé depuis le début. Première question, tout simplement, et ensuite, nous prendrons tous les deux des questions des auditeurs. On va essayer de faire une petite synthèse au début, et puis ensuite, place aux questions, place au débat, comme le permet cet outil fantastique qui est le live sur YouTube. Voilà. Alors, faites-nous, si vous voulez bien, Sylvain, pour commencer, un point sur la situation aujourd'hui. Vous avez remarqué, ça a complètement disparu de l'actualité, ou pratiquement. Ça reste une guerre où des centaines de soldats meurent pratiquement tous les jours ou toutes les semaines. Ça reste un point très important, et peut-être le point le plus important de notre époque en ce moment. Dites-nous, Sylvain, racontez-nous qu'est-ce qui se passe en ce moment en Ukraine. Alors, ce qui se passe en ce moment en Ukraine, c'est que on est dans la continuité du coup réalisé par les Russes autour du 10-11 août dernier, que moi je qualifie de Zvugsvang, c'est-à-dire c'est un coup aux échecs, où quand vous attaquez votre adversaire, vous allez l'obliger à jouer le coup suivant en dépréciant sa situation de coup en coup, en fait. C'est-à-dire que tous les coups qu'il jouera à partir du moment où vous l'avez mis dans cette situation vont être des coups qui dégraderont sa situation jusqu'à ce qu'il soit échec et mat. Et en fait, donc le 10-11 août, les Russes ont lancé une offensive limitée au nord de Pokrovsk-Mirnograd, qui était l'épicentre de l'attention des médias de ce côté-ci du monde. Ils ont progressé d'environ une quinzaine de kilomètres sur à peu près 5 kilomètres de large. Alors on nous a dit, bon, alors est-ce qu'ils vont percer plus loin, est-ce qu'ils vont pas percer plus loin? Très rapidement, on a vu que les Ukrainiens avaient mobilisé des moyens pour les contrer. Et puis ça a occupé l'espace médiatique jusqu'à à peu près la fin de l'automne, où on a été pendant très longtemps à essayer de nous faire croire que Pokrovsk n'était pas tombé, que Mirnograd résistait encore. Enfin bref, tout un narratif très héroïsant pour les Ukrainiens, tout en nous disant que les Russes avaient perdu 50 000 hommes pour prendre la ville. Enfin bref, quelque chose de fou. Or, la réalité stratégique et opérative de cette offensive, elle était tout autre. C'était pas uniquement Pokrovsk, Mirnograd qui était dans le collimateur des Russes. Dans le collimateur des Russes, l'objectif, c'était peut-être
par effet d'opportunité, d'avancer plus loin pour mettre en difficulté Slaviansk et Kramatorsk, etc. Mais surtout, c'était de contraindre, un peu comme lorsque les Allemands nous ont attaqués à Verdun en 1916, d'engager des réserves ukrainiennes coûte que coûte. Un petit problème de réseau. Voilà. Ah. On vous écoute, Sylvain, on vous écoute. Donc, de forcer les Ukrainiens à engager des réserves pour contrer cette attaque, pour éviter qu'elle ne débouche plus loin dans les défenses ukrainiennes. Et en fait, étant donné que l'armée ukrainienne, depuis le désastre de Soudja au printemps 2025, n'a plus de réserve stratégique, ça a contraint l'armée ukrainienne à déplacer des unités un peu partout d'autres secteurs du front pour tenter de reprendre coûte que coûte le terrain qu'avait conquis cette avancée russe. Et ça a été une véritable boucherie pour l'armée ukrainienne. Alors, les Russes aussi ont perdu du monde, mais surtout ce que ça a provoqué, c'est la fragilisation d'autres secteurs du front, depuis le Dniepr au sud de Zaporizhia jusqu'à Kupiansk, jusqu'à Vovchansk, même au nord de Kharkov. Et donc, dans tous ces endroits-là, on a assisté à des attaques russes simultanément à ce qui se passait à Pokrovsk et Mirnograd. Et là, les Ukrainiens ont été dans des grandes difficultés pour pouvoir les arrêter, puisque ça a permis aux Russes de prendre Vovchansk, de prendre pendant un temps la totalité de Kupiansk, de menacer Liman, de prendre Seversk, de s'approcher de Konstantinivka, et puis surtout de percer de part et d'autre des deux grandes lignes de fortification dans l'oblast de Zaporizhia, c'est-à-dire du côté d'Ouspenivka, de Gouliapolye, et puis du côté de Stepnogorsk, complètement à l'ouest. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, les Ukrainiens ont perdu beaucoup de monde, ils n'ont toujours pas récupéré de réserves stratégiques. On nous dit là depuis Davos qu'ils seraient en train d'en reconstituer une. Alors numériquement, on parle de l'équivalent de 3 divisions, mais bon, j'ai beaucoup de mal à y croire parce que derrière, on nous dit dans le même temps que les hommes en question ne seraient pas suffisamment équipés au-delà des armes individuelles, faute de matériel à disposition, chars, etc., transport de troupes, artillerie. Les officiers ukrainiens qui gèrent les grandes unités de drones nous disent aussi que c'est pas avec des drones qu'on pourra sans arrêt arrêter les Russes sur tout l'ensemble du front. Et donc aujourd'hui, la grande difficulté pour l'armée ukrainienne, c'est de s'être encore consommée à Kupiansk pour faire une opération médiatique pour reprendre quasiment toute la partie occidentale de la ville, tout en abandonnant quasiment les camarades qui étaient sur la rive orientale de l'Oskol, qui sont en train de se faire hacher menu par l'attaque russe qui a été déclenchée il y a 3 semaines maintenant. Et partout ailleurs, l'armée russe continue d'avancer. Là, aujourd'hui, il y a une menace sur Orikiv, qui est la grande ville au milieu de ces lignes de fortification dans l'oblast de Zaporizhia, d'être prise en étau parce que les Russes ont débordé les lignes de fortification pour les prendre en enfilade. Alors, une des questions, puisqu'on va prendre des questions comme elles arrivent, Didier Deporté, 73-61, vous demande quel est le moral dans l'armée ukrainienne. Alors aujourd'hui, le moral dans l'armée ukrainienne, il est pas très élevé, d'autant qu'on découvre avec un tout petit peu de recul maintenant que par exemple à Seversk, les unités qui défendaient Seversk depuis la fin de l'offensive russe sur les Lysychansk, Severodonetsk en juillet 2022, eh bien ces hommes-là étaient au front depuis 3 ans. Sans avoir été relevés. Alors, ils avaient peut-être eu quelquefois des permissions, mais ils occupaient le même secteur sans être mis à l'arrière pendant longtemps. Et on se rend compte globalement qu'à chaque fois qu'il y a des secteurs comme ça qui tombent aux mains des Russes, les types qui les défendaient avaient passé souvent entre 6 et 12 mois consécutifs à occuper leur position. Donc, le moral n'est pas bon. On voit en plus de ça la dégradation, puisque là, on n'en a pas parlé de tout ce qui se passe à l'arrière. C'est-à-dire que le matraquage russe sur les infrastructures énergétiques en Ukraine, qui est lié à la volonté de paralyser le système ferroviaire, c'est pas pour empêcher les gens d'avoir le chauffage, faut bien avoir ça en tête, fait que les populations civiles, elles, sont quand même privées de chauffage dans certains cas. Les hommes qui sont au front le savent, donc ils savent que leur famille souffre.
ils n'ont pas vraiment le moral au beau fixe Mmh. et ils se disent bien que là, la situation devient vraiment de plus en plus compliquée pour eux. Mmh. Il y a une chose qui est quand même intéressante, c'est que dans ce que vous dites, la chute de Sivers qui a été beaucoup plus rapide qu'on l'imaginait, c'était une ville extrêmement bien fortifiée. Nous avions, lors d'un des reportages d'Omerta, été justement dans la zone de Soledar, pas très loin de Sivers, et à l'époque c'était hors d'accès. Elle est tombée beaucoup plus rapidement que prévu. Pour vous, c'est l'acharnement à maintenir des bonnes unités pour contenir les Russes dans la zone de Pokrovsk, s'acharner à conserver une garnison à Mirnograd, même encerclée, ou dans les quartiers nord de Pokrovsk. Pour vous, c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, ça ne peut pas être surtout, l'Ukraine ne peut pas avoir plusieurs fers au feu et est obligée dans certains secteurs de reculer. Oui, bah, le problème, ce que moi je dénonce dans la stratégie inepte qui a été proposée par les patrons occidentaux à l'armée ukrainienne, c'est de s'enfermer dans ce que les Allemands appelaient pendant la Seconde Guerre mondiale des Festplatz, hein, des places fortes, des forteresses. On Mmh. sait ce que ça a coûté à la Wehrmacht face à l'armée rouge et de remettre le couvert avec de telles inepties, bah, ça provoque finalement les mêmes résultats. Alors ça prend plus de temps parce que les Russes sont beaucoup plus économes du sang de leurs hommes qu'ils ne l'étaient en 1944-45, Mmh. mais le résultat finit par être le même. Et là, on a vu à Seversk, hein, ce qui s'est passé, c'est que la brigade qui tenait la ville depuis donc 3 ans n'avait pas eu les rotations nécessaires pour se remonter le Mmh. moral, etc. Et en plus de ça, avant que les Russes ne lancent leur attaque finale, on avait enlevé l'unité de dronistes principale qui les soutenait pour justement les engager du côté de Kupiansk. Donc, Mmh. au bout d'un moment, ça finit par céder, hein, puisque vous n'avez plus assez de moyens pour tenir tout partout, avec les milliers de morts qui s'accumulent et puis les Bien pertes sûr. matérielles qui vont avec. Alors, une question, alors ça c'est une question personnelle, vous qui scrutez cette guerre depuis très longtemps, euh, pour vous, la première grande erreur qui a conduit à cette situation d'aujourd'hui de l'armée ukrainienne, je ne parle pas de la période 2022, mais plutôt 2023-2024, est-ce que c'est le pivot de la guerre en Ukraine, est-ce que c'est Bakhmut ou est-ce que c'est l'offensive sur Kursk? Ou est-ce que c'est un peu des deux? Ah non, pour moi, c'est l'offensive sur Souja Kursk, hein. C'est là que les Ukrainiens commettent l'erreur d'engager une offensive avec leurs meilleures unités, les meilleurs matériels, en tout cas sur le papier fournis par les Occidentaux. Mmh. Euh, et alors, c'est pas tant de tenter le coup, c'est de s'y maintenir aussi longtemps avec Mmh. cette idée, comme on l'évoquait la semaine dernière avec Charles, de rester là jusqu'aux élections américaines en pensant que ça allait influencer les éventuelles discussions Mmh. diplomatiques en disant bah voilà, on tient un peu de territoire russe, alors on pourra l'échanger si on négocie avec. Zelensky avait parlé d'échange, ouais. Voilà. D'échange de Et territoire. Ouais. Mmh. voilà, mais le problème, c'est que leur réserve stratégique a été consumée dans cette Mmh. bataille d'attrition qui a été Mmh. dantesque. On estime à 70 000 le nombre de soldats ukrainiens tués, blessés, prisonniers, portés disparus, plus tous les matériels occidentaux, la mauvaise publicité, notamment pour les M1 Abrams, qui ont été, Mmh. pour leur majorité, détruits au cours de cette période-là. C'est Mmh. absolument catastrophique. Mmh. Catastrophique. Oui, donc c'est Kursk et le test aussi, mais ça plus largement sur le matériel. J'ai justement une question sur le matériel occidental. Est-ce que finalement, d'ailleurs, ça a été assez bien décrit dans un de ses livres, L'art russe de la guerre, par Jacques Beau. C'est-à-dire que le matériel occidental fourni n'était pas un matériel adapté d'abord à des guerres de haute intensité. Il a été conçu pour des théâtres africains ou moyen-orientaux. Et en moyenne, ces véhicules, vous parliez du Abrams par rapport au T-72 ou au T-90, ce sont des chars beaucoup plus hauts et donc beaucoup plus visibles quand on a une plaine comme la plaine ukrainienne. Est-ce que vous partagez ce point de vue de l'inadaptation des matériaux fournis aux Ukrainiens pour une part, et du fait que aussi la diversité de leur provenance rendait difficile leur usage par des Ukrainiens? Alors, il y a deux choses. Il y a effectivement le fait que certains matériels occidentaux datant de la fin de la guerre froide, hein, donc des années, on Mmh. va dire 95 à aujourd'hui, ont Mmh. été conçus
dans l'idée de l'hypertechnologie pour mener la guerre contre le terrorisme. Et nous, Français, comme je le disais à Charles la semaine dernière, le meilleur exemple, c'est l'usage du César, pour lequel on avait pourtant dit, suite à son emploi à Mossoul, attention, en cas de tir longue durée avec ce canon-là, il va s'user très rapidement et on n'a pas prévu le nombre de tubes de remplacement. Bon, bref, on n'a pas écouté à l'époque l'officier d'artillerie qui était avec la batterie engagée à Mossoul et du coup, il a été mis en plus un peu au placard. Et puis tous les matériels, par contre, datant de la guerre froide, comme le M1 Abrams, ils ont été faits pour opérer dans un tissu routier très important qu'est l'Allemagne occidentale, l'ex-RFA, et certainement pas pour opérer dans un terrain comme l'Ukraine, où certes il y a un réseau routier important, mais qui n'est pas équivalent à celui d'un pays comme était la RFA. Il y a les problématiques de poids aussi, alors de hauteur, hein, c'est-à-dire le profilage, où les Abrams étaient plutôt censés recevoir le choc des T-72 et des T-90 soviétiques. Là, il fallait qu'ils aillent au choc. Et donc, c'est plus du tout le même type d'engagement quand en face, en plus, vous avez quelque chose qui était complètement inattendu, c'est les drones. Donc, l'ensemble de ce qu'ils ont dû affronter faisait que ils n'ont pas été adaptés. Et puis, le plus ridicule, hein, bien évidemment, c'est les Challenger 2 britanniques de 60 tonnes qui ont même pas atteint la ligne de front puisqu'ils se sont embourbés dans les tchernosiums d'Ukraine. Ça, c'est absolument lamentable en termes de publicité. Hein. D'ailleurs, aujourd'hui, ça a porté tellement à conséquence que même son successeur, qui est pourtant quasiment terminé en termes de prototype, même là, les Britanniques se disent est-ce que ça vaut le coup de tenter la production, même de modèles d'essai, parce que il est beaucoup trop lourd par rapport à ce que la guerre en Ukraine vient de démontrer. Alors que de l'autre côté, les chars russes, avec leur faiblesse aussi, ont démontré toute leur adaptabilité et leur durée de vie prolongée, puisque le T-72 est sorti de la planche à dessin avant ma naissance dans les années 60. Très vieux. Donc, voilà, il est très vieux, mais il a été réadapté à l'envi. Et aujourd'hui, ça va rester comme étant, avec ses forces et ses faiblesses, comme le char de cette guerre. C'était indéniable. Alors, un de nos auditeurs nous rétorque quand même, nous dit, mais pourquoi les Russes mettent-ils tant de temps à prendre le Donbass? Les Russes, ils mettent tant de temps à prendre le Donbass parce que les Russes, si, à l'inverse des Occidentaux, ils n'ont pas oublié ce que leur a coûté la Grande Guerre patriotique et la victoire contre l'Allemagne nazie, c'est-à-dire 27 millions de citoyens, et ils n'ont pas envie de recommencer parce qu'ils n'ont que 145 millions d'habitants. Voilà. Donc, ils sont économes du sang de leurs hommes, qu'on le veuille ou non. Le rapport de perte est très largement en défaveur des Ukrainiens. Il y a eu des pertes importantes au début de la guerre côté russe ou encore dans les rangs de Wagner au moment de Bakhmut. Mais globalement, les Russes sont très, très économes du sang de leurs hommes et donc ils prennent tout leur temps parce qu'ils sont pas pressés. Je rappelle ce qu'a dit mon collègue suisse Wicht au début de la guerre, c'était dès le printemps 2022. La stratégie en plus de l'armée russe, c'est celle de Franco pendant la guerre d'Espagne, après l'échec de la prise de Madrid en fin 36. Quand Franco, en 1936, à la fin de l'année, s'est rendu compte qu'il pouvait pas prendre tout de suite Madrid ou que ça allait lui coûter très cher, il a mené une stratégie d'attrition avec en plus l'objectif au-delà du militaire, de se dire, quand la guerre s'achèvera, il y aura moins de républicains en face de moi dans l'Espagne que je contrôlerai. Eh bien là, aujourd'hui, du côté russe, c'est à peu près la même chose. Il y aura moins d'hommes ukrainiens capables de mener une guérilla contre l'armée russe dans les oblasts qu'elle occupera parce qu'elle les a annexés. Autre question, là, je ne vois pas de questions. Là, c'est plutôt, vous parlez beaucoup entre vous sur le chat, mais posez-nous des questions, n'hésitez pas. Moi, j'en ai une en tout cas pour vous, Sylvain. L'armée ukrainienne a connu des problèmes de recrutement, des problèmes de désertion. Je pense que vous avez évoqué ça avec Charles déjà la semaine dernière. Moi, j'ai une question sur l'évolution de l'armée ukrainienne, notamment par rapport à ces divisions d'élite, et enfin ces unités d'élite, et en particulier Azov. L'Ukraine, me suis-je laissé dire par des militaires français,
prend de plus en plus Azov comme modèle en termes de recrutement, de patriotisme, ils n'ont pas de problème de recrutement justement Azov et de discipline. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, ces unités-là, dont le nombre a grandi, vont modeler l'armée ukrainienne? Est-ce on va vers cette direction-là, alors que jusqu'à présent, on était quand même sur une armée ukrainienne très, très éclatée dans le sens avec des unités parfois en compétition les unes avec les autres. Est-ce que le modèle Azov existe aujourd'hui? Est-ce qu'il est structuré comme me laissent suggérer ces officiers français, officiers d'active, hein, je précise, et qui sont allés en Ukraine? Voilà. Ah bah c'est clair que c'est la volonté des patrons de l'armée ukrainienne d'aller dans ce sens-là. Mm. Maintenant, comme le dénonçait Pétain en 1918, les armées de gladiateurs surentraînées, suréquipées, mais très peu nombreuses par rapport à la masse de soldats, c'est pas forcément un gage de longévité au front, comme l'ont prouvé les Sturmtruppen et Sturmtruppen allemands en 1918. Hein. Ils avaient probablement les meilleures troupes d'assaut du monde à ce moment-là. Et puis, on sait ce qui est advenu d'eux à la fin du printemps, début de l'été 1918. Mm. Ils ont été écrasés par une armée de masse, enfin par des armées de masse. Et donc là, moi, oui, je pense que ça va dans ce sens-là. Il y a qu'à voir les opinions favorables sur le plan politique du patron d'Azov aujourd'hui, puisqu'on parle d'éventuelles élections présidentielles en Ukraine, dans le cadre des négociations de paix. Andrei Il a le vent en Bielski. poupe. Voilà, Bielski, il a le vent en poupe, etc. Il reçoit sur le modèle de ces modèles historiques, que sont les Waffen-SS, il reçoit bien évidemment le meilleur matériel, les meilleures troupes, les meilleurs financements, etc., etc. Donc oui, on peut dire que ça pourrait aller dans ce sens-là. Maintenant, le réservoir humain qui est disponible, on sait qu'il est tari de toutes parts, que ce soit par les pertes, la désertion, les gens qui sont toujours pas revenus en Ukraine depuis qu'ils ont quitté le pays en 2022. Donc, au bout d'un moment, tout comme pour la Waffen-SS en 1944, on finira par avoir une limitation du nombre de combattants. Alors, vous aurez certes une grosse garde prétorienne prête à tout, et j'insiste bien sur le prêt à tout, à savoir l'éventualité d'un scénario à la Berlin 1919 avec les Spartakistes, mais à l'envers. Voilà, mais je pense pas que toute l'armée ukrainienne pourra être mise au diapason, juste pour une seule raison, c'est qu'aujourd'hui, il faut bien le souligner, depuis maintenant un bon mois, il n'y a plus de matériel lourd, ni américain, ni européen, qui arrive en Ukraine. Hein. Tout ce qui est encore en cours de distribution, c'est ce qui a été acheminé au cours du dernier trimestre 2025. Les Américains ont coupé les robinets, les Européens ont coupé les robinets, non pas volontairement, mais parce qu'il n'y a plus rien, tout simplement. Ouais, je vous rétorque quand même une question d'un de nos auditeurs, Coco62 locaux. Pourquoi Trump n'arrête pas la livraison d'armes, de pognon et de Starlink? La guerre s'arrêterait très vite. Les Américains continuent à fournir du renseignement, fournissent quand même des choses. Alors aujourd'hui, le renseignement, je vais pas insulter le président de la République. Il nous dit aujourd'hui que c'est la France qui offre 90% du renseignement militaire à l'Ukraine au niveau satellitaire. Oui, je pense que c'est globalement satellitaire. Donc ça veut dire que les Américains se sont retirés de l'affaire pour ne s'occuper que des 10% suivants. Et encore, il faudrait voir la part que les Britanniques ont dans cette histoire. En ce qui concerne le pognon, il n'y a plus que les Européens qui continuent d'en envoyer. Les Américains ont dit non, nous, si les Européens nous achètent du matériel, ils sont les bienvenus, sauf que les Européens, on vient de le voir, hein, c'est sorti hier, je crois, ou il y a 2 jours, la France refuse que les 90 milliards d'euros qui viennent d'être octroyés encore à l'Ukraine via Madame von der Leyen servent à acheter des Storm Shadows ou des scalps. Donc, ce qui arrive encore, c'est du matériel, peut-être des gilets pare-balles, des casques, etc. Mais il n'y a pas un char, il n'y a pas une pièce d'artillerie. J'ai pas vu passer d'HIMARS non plus. Enfin, tout le matériel lourd est déjà arrivé. Alors, quelqu'un demande, les Mirages français sont-ils toujours donnés à l'Ukraine? Sont-ils toujours opérationnels? Il semblerait qu'il y en ait encore 1 ou 2 qui soient opérationnels.
C'est les dernières nouvelles qu'on a depuis le début de l'année, c'est qu'il y en aura encore un ou deux qui servent majoritairement à faire de la lutte anti-aérienne, hein, c'est-à-dire qui chassent les drones ou certains missiles russes de croisière quand il y a des grandes attaques, mais on les a pas vus opérer pour mener de l'appui au sol, hein, puisque c'est ça qui manque le plus aux troupes ukrainiennes aujourd'hui, et c'est pour ça qu'on passe désormais quasiment de leur côté que par le biais des drones. Alors c'est intéressant parce que ça veut dire que si leur but c'est d'intercepter des drones, on retombe sur l'éternel problème que tout chasseur au niveau mondial auquel est confronté tout chasseur au niveau mondial, c'est-à-dire d'utiliser des missiles qui coûtent 10 fois plus cher que le drone qu'on va abattre. C'est bien ça. Ah bah oui, oui, c'est toujours ça le problème. Et puis c'est surtout le risque que vous prenez en menant des missions d'interception contre des missiles avec des chasseurs. Ils sont obligés de prendre les airs et puis de s'offrir en cible potentielle aux S-400 russes. Hein. Donc c'est extrêmement risqué de faire ça. La chasse alliée britannique et américaine pouvait se permettre de chasser du V1 dans le ciel de Londres parce qu'elle est en supériorité et en contrôle total quasiment du ciel pendant la fin de la Seconde Guerre mondiale. Mais là, c'est pas du tout le cas. C'est-à-dire qu'on fait de l'interception de missiles ou de drones avec des moyens qui sont déjà extrêmement restreints. Alors toujours le même toujours Coco 62 locaux qui demande combien de patriotes et de missiles reste-t-il à l'Ukraine de batteries patriotes. Alors, moi, en me fondant sur les communiqués ukrainiens, je vais dire qu'il en reste plus, puisqu'il n'y a plus d'interceptions qui sont revendiquées par les Ukrainiens. C'est-à-dire que pendant des mois, on nous a fait toute une propagande, on nous parlait de taux d'interception complètement délirant de 90% de ce qui était tiré par les Russes. Et puis on est tombé ensuite à 50. Et puis au moment là justement où Zelensky pensait reprendre le dessus dans les négociations sur Donald Trump, on était redescendu très bas parce qu'il essayait du coup de justifier en disant aux Américains attention, regardez, on n'est plus qu'à 25% d'interception parce qu'on n'a plus beaucoup de munitions. Et aujourd'hui, ça fait un mois qu'on n'a plus d'interceptions qui sont revendiquées, notamment au-dessus de Kiev. Ou alors si, mais c'est des drones qui sont abattus par des systèmes Guépard, hein, c'est des chars avec des canons anti-aériens allemands qui datent de la guerre froide et qui sont là pour abattre des drones. Mais des missiles, eux, c'est terminé. Alors, quelqu'un demande, a-t-on des informations sûres concernant Odessa? Il s'agit de Jacques 57070. Quelles informations sûres? Est-ce que c'est une cible russe? C'est un peu la question. Alors ça, bah oui, c'est la grande marotte de tous les commentateurs. Je pense qu'au stade où en sont les Russes aujourd'hui, oui, c'est devenu par nécessité un objectif. Alors ils le diront pas, ils l'afficheront pas, mais je pense que voilà, ils ont bien compris qu'ils n'avaient pas été en mesure de s'entendre avec les Américains parce que les Américains n'ont pas su s'imposer à Zelensky malgré tout ce que Trump espérait faire. Et donc pour éviter un casus belli dans 10, 15, 20 ou 30 ans à propos de la Transnistrie, il faut qu'il y ait un pont terrestre entre les oblasts qui seront annexés par la Fédération de Russie et la Transnistrie. Et ça passe automatiquement par Odessa. Et puis après, comme je le rappelle souvent, il faut pas oublier ce qui se passe à Odessa depuis maintenant 2 ans et demi. C'est-à-dire que vous avez 2 mouvements de résistance, un vraiment pro-russe de russophones et un autre d'Ukrainiens qui sont devenus non pas favorables d'un seul coup à la Russie comme ça, mais qui en ont marre de la vie qu'ils sont obligés de mener sous la botte du gouvernement de Kiev, et les abandonner demain à une Ukraine aux mains de Zelensky ou de Biletsky, ce serait une faute politique de la part des Russes. Donc je pense que désormais, il faudra compter sur le fait qu'Odessa fera partie des gains territoriaux de la Russie à l'issue de ce conflit. Alors, quelqu'un demande aussi quel est le taux actuellement donc d'interception des missiles et des drones russes par les Ukrainiens. Ah bah le taux, comme j'ai dit, le taux il est inconnu puisqu'il n'y a plus de revendications dans les communiqués. On nous dit pas tiens il y a tant de missiles qui ont été abattus par rapport à ce qu'on nous a dit pendant des années. Donc là aujourd'hui pour moi il y a plus rien.
Et ça sert aussi d'ailleurs le narratif ukrainien, c'est-à-dire regardez, vous nous avez abandonnés, renvoyez-nous soit des missiles français Crotale, soit les missiles un peu plus élaborés franco-italiens, etc. Mais aujourd'hui, il n'y a plus de grands communiqués, triomphalistes ou pas, pour nous dire on en a abattu tel pourcentage par rapport aux frappes qui sont menées par la Russie. Également, alors intéressante question, et question qu'on se pose tous, mais peut-être que ça serait bien d'avoir votre point de vue, Sylvain. Freeborn Man, voilà, demande si l'objectif ultime est le contrôle total de l'Ukraine ou bien la frontière naturelle du Dniepr. Alors, jamais les Russes n'ont voulu prendre le contrôle total de l'Ukraine. Hein, ça, faut revenir déjà sur cette légende urbaine. Pour une raison toute simple au départ, c'est que, comme je le disais, l'Ukraine peut basculer sur un scénario à la Berlin 1919 à l'envers, c'est-à-dire que c'est les néo-nazis qui taperont le gouvernement entre guillemets démocratique pour prendre le pouvoir et pas l'inverse. Mais le problème de l'Ukraine, c'est sa tradition côté bandériste et compagnie de faire du terrorisme. Hein. C'est vraiment une marque de fabrique chez eux. Ils ont fait du terrorisme après la Seconde Guerre mondiale pendant plus de… jusqu'en 1954. Voilà, pendant quasiment une décennie. Oui. Nikita Khrouchtchev les a matés en bon ukrainien communiste qu'il était, sans employer des méthodes douces. Et donc, les Russes n'ont pas non plus oublié cette leçon-là. Ils savent que la majorité de ces gens-là sont concentrés dans l'ouest de l'Ukraine. Et donc, ils n'ont surtout pas envie de se les taper, entre guillemets, en version terroriste guérilla, en occupant ces oblasts-là. Donc oui, on peut penser que ça se terminera sur le Dniepr, sauf sur le couloir de la partie entre Kherson et la Transnistrie, où là, les Russes devraient, à mon avis, prendre pied. Alors, autre question intéressante, il y en a pas mal, il y en a beaucoup qui défilent là. Pourquoi aucun putsch militaire n'a-t-il eu lieu contre Zelensky en Ukraine malgré la guerre prolongée? Et parce éléments que type Azov dont vous avez parlé, on a parlé tout à l'heure. Parce que pour le moment… assez charismatique et assez armé. Oui, c'est-à-dire que pour le moment, les gens de la mouvance néo-bandériste sont bien servis. C'est-à-dire que le régime, pour le moment, fait tout pour eux. Donc, ils n'ont rien particulièrement à revendiquer. Ils ont néanmoins tout de suite fait savoir, depuis que Donald Trump est arrivé au pouvoir, que s'il y avait un lâchage territorial, ils étaient prêts à marcher sur Kiev. Donc le coup d'État n'est pas encore arrivé, mais il pourrait arriver, ou en tout cas la tentative de coup d'État. Parce qu'après, en ce qui concerne les autres forces politiques, mais elles ont été décapitées. Hein, comme je dis toujours en me moquant de Fabien Roussel, parlez-nous, cher Fabien Roussel, de nos camarades communistes ukrainiens du Parti communiste ukrainien, dont on n'a pas eu de nouvelles pendant quasiment plus de 2 ans, parce qu'ils étaient enfermés au secret dans une prison, je ne sais où, en Ukraine. Voilà, et là, on vient de voir Madame Tymoshenko, qui était une des potentielles opposantes encore en place dans le système. On vient de lui faire comprendre qu'il fallait surtout pas qu'elle essaye quoi que ce soit, sans même parler de coup d'État, mais de renverser le gouvernement à la Rada, etc. Elle a interdiction de parler avec les députés de la Rada. Elle doit payer une caution de $700 000 si elle veut être libérée. Enfin bref, voilà, tout le monde a été remis à sa place par le clan Zelensky. Précédemment, c'était Klitschko, hein, puisque là, lui, on l'avait pas attaqué directement, mais on avait attaqué ses réseaux de magouilles, de blanchiment d'argent. Le Nabu était tombé sur ses trafics. Alors lui, on peut pas l'attaquer directement, il est trop exposé en Occident, mais on avait tapé ses réseaux pour lui dire, mon garçon, tu restes à ta place, tu tentes rien, toi non plus, quoi. Alors, il y a une question justement sur les Russes. Quand Victor Gauthier-Lafaille, 49-61, qui demande il demande des questions sur la corruption au sein des armées russes et industrielles. Il donne 2 exemples, plaques de blindage réactif non conformes sur les chars et gilets de protection non conformes. Alors ces 2 affaires-là, je ne les connais pas. J'en connais d'autres, par contre, dont une qui avait… Donnez-nous les autres. Hein.
Ah bah, il y en a une qui est apparue en juillet-août 2022. C'était sur l'entreprise qui avait l'obligation de faire le successeur du BMP3 en fait, et où le Mhm. patron avait détourné des sommes monumentales tout en retardant le programme. Et à l'été 2022, il a été condamné par la justice russe. Alors je sais plus combien de milliards de roubles avaient été détournés, mais voilà, le système russe ne laisse pas, contrairement à ce qu'on essaye de nous faire croire, laisser tout ça comme si de rien n'était. Il y a pas de corruption. Non, non, non. Il y a bien Mhm. des gens qui sont accusés et qui sont ensuite jugés et qui prennent des peines de lourdes peines de prison. Le dernier cas aussi en date, c'est au niveau des défenses de l'oblast de Koursk. Hein, c'est-à-dire que toutes les Mhm. défenses qui devaient être mises en place, les dents de dragon, etc., pour protéger la frontière avec l'Ukraine, qui ont permis aux Ukrainiens de faire ce coup en 2024, eh bien, là encore, les gens qui étaient responsables ont été jugés et sont derrière les Mhm. barreaux aujourd'hui. Donc, Mhm. nous faire croire qu'il n'y a pas de jugement, oui, il y a de la corruption dans l'armée russe, ça c'est indéniable. Il y en a pas plus ou moins que dans ce que faisaient les gens d'Haliburton avec l'US Army en Irak, hein, parce qu'il faut jamais l'oublier. Faut jamais Mhm. présenter les choses comme si c'était une singularité de telle ou telle armée. Hein. Faut bien Mhm. comprendre que c'est quelque chose qui est beaucoup plus généralisé malheureusement et qui date pas d'hier. Et donc après, c'est pareil sur le plan des militaires, sans parler de matériel, mais on a vu justement en face Seversk, en 2023, on a vu un chef de secteur côté russe Mhm. qui nous annonçait avec des communiqués grandiloquents qu'il avançait, qu'il prenait des villages, etc. On s'est rendu compte que c'était des mensonges patentés et lui aussi, il a été relevé de son commandement, jugé et sanctionné. Voilà, donc alors là pour les cas en question, je les connais pas, mais je me renseignerai. Mais Mhm. voilà, je sais que les Russes Bien. font le boulot. Ils le font peut-être pas assez parce qu'il y a des connivences Mhm. entre Shoigu et Gerasimov qui n'ont abouti pour Shoigu qu'à sa mise un petit peu à l'écart au Vous Conseil de pensez, sécurité de la c'est ça que j'allais vous demander, Sylvain, vous pensez que la mise à l'écart de Sergueï Shoigu est liée à quelque part, il y avait un certain nombre il y avait un vice-ministre qui avait été mis à pied et que quelque part son changement ou le fait qu'il ait été écarté du ministère de la Défense est lié justement au problème de corruption. Ah oui, je pense que ça, c'est clair. Voilà, ça, c'est le plus grand cas dont on peut pas se C'est dire, ah non, important, ouais. voilà, ça n'a pas Ouais. existé. Maintenant, vu l'aura qu'avait Shoigu, c'est là qu'on voit, bah, c'est un peu comme Klitschko du côté ukrainien. On peut pas Mm, liquider ce personnage-là mm, avec un procès et compagnie. C'est trop mm, compliqué. Donc, on va le mettre à l'écart. On ira probablement chercher d'autres responsables dans la chaîne en dessous de lui. Mais voilà, c'est pour ça aussi qu'on a nommé un ministre de la défense qui vient, qui est un économiste, qui est quelqu'un de mm, carré, qui est plus sérieux et qui, à mon avis, laissera beaucoup moins faire ce genre de choses. mm. Alors, une question très intéressante là. Attendez, j'essaye de les prendre au fur et à mesure et comme elles défilent. Voilà. En cas de conflit en Iran, alors c'est Nostradamus, Muse, bon, qui nous pose la question. En cas de conflit en Iran, les Européens ne seront-ils pas obligés de totalement abandonner l'Ukraine, fournir en armes Israël prioritaire sur l'Ukraine? Ah non, mais là, ce qu'il faut comprendre, quand je dis il n'y a plus d'armes européennes qui arrivent en Ukraine, il y en a plus dans nos arsenaux, sauf pour nos forces armées. C'est-à-dire qu'il faut Hmm. bien comprendre On est on à a blanc là. vidé on Hmm. a vidé, sauf ce qu'il faudrait pour repousser une attaque pendant une huitaine de jours, et puis après c'est fini. Hein, Hmm. c'est-à-dire que pour que ce soit des munitions de 155 mm, que ce soit bah, les canons César, il ne doit plus nous rester que l'équivalent de 3 ou 4 batteries complètes en équipé sûr, etc. Plus nos quelques chars de combat Leclerc, on est à nu. Et les Hmm. Européens, et nous, on n'est pas les moins à poil par rapport aux autres. Hein. Donc aujourd'hui, s'il y a quelque chose à envoyer, je ne sais pas, pour soutenir Israël, je ne sais pas ce que ce serait. Et de toute façon, Hmm. les interconnexions d'armement entre Israël et le reste du monde, c'est plutôt du matériel américain qui serait nécessaire, plus que du matériel européen. Faut qu'on soit clair là-dessus. Ouais.
Bien sûr. Là, il y a deux questions qui, à mon avis, vont de pair. Selon vous, est-ce que la chute de Slaviansk Kramatorsk sonnera le glas du régime clévien? Quelqu'un aussi, Foot Magazine 4220, qui demande quand pensez-vous que cette guerre prendra fin? Alors, Slaviansk et Kramatorsk peuvent effectivement provoquer une crise politique extrêmement grave au sommet du pouvoir à Kiev, hein, parce que là, ce qui s'est passé à Pokrovsk, Mirnograd, d'autant que Azov a été pas mal investi dans la première phase de contre-attaque que j'évoquais tout à l'heure, on a déjà senti, Dobropila. Hmm. oui, du côté de Dobropilia, on a senti déjà que ça branlait fort dans le manche entre Kiev et Azov. Donc là, si Slaviansk et Kramatorsk tombaient, ça pourrait être encore pire. Mais peut-être qu'avant Slaviansk et Kramatorsk, on va probablement avoir la chute de Liman, qui est Hmm. aussi très symbolique, parce qu'avant d'attaquer Slaviansk, il faut, à mon avis, prendre Liman du côté russe. Et puis, il y a cette problématique que tout le monde oublie, là, dont j'ai parlé au début, dans l'oblast de Zaporizhia, qui est la ville Justement, d'Orikiv. Hein, Justement, Zaporizhia, extrême faiblesse, vous avez parlé de Goulialpol tout à l'heure, qui a été aussi conquise très rapidement. oui. Il n'y avait plus de défense ukrainienne à ce moment-là. Voyez-vous un début de bataille pour Zaporizhia dans les semaines ou dans les mois qui viennent? Alors, Là, pas pour la ville elle-même, mais là, vu que la bataille qui arrive, c'est celle d'Orikiv et que c'est le verrou des deux lignes de fortification, dont la première est donc maintenant tournée, hein, parce que je rappelle, les Russes progressent de part et d'autre d'Orikiv en ayant tourné les lignes de fortification ukrainiennes. Donc, ça veut dire qu'ils arrivent dans le dos finalement des défenseurs. Et si Orikiv saute, parce que là, globalement, moi, je m'attendais éventuellement à ce que depuis Stepnogorsk, le long de l'ancien bassin du Dniepr, les Russes tentent quelque chose, justement. Ils sont à 14 km de Zaporizhia, mais pour le moment, semble-t-il, ils veulent faire sauter Orikiv parce que c'est un nœud logistique potentiel énorme. Donc, ils veulent pas laisser ça dans leur dos. Et si ça tombe, c'est pareil. Là, ça peut aussi provoquer des crises politiques graves à Kiev. Hein. Oui, très bien. Et enfin, il Ouais. faut pas oublier, dans Constantinivka, les combats ont commencé maintenant depuis 15 jours. Hein, et c'est pas non plus Hmm. une petite prise si elle tombe dans l'escarcelle de l'armée russe. Hein. Évidemment. Autre question, il y avait une question sur les pertes, d'une personne qui disait quelles sont les pertes russes et ukrainiennes selon vous? Il précisait pertes, hein, pas morts. Vaste Alors, question. là c'est moi de ce que je fais comme calcul, c'est que les Russes ont à peu près aujourd'hui 230-235 000 morts, tout confondu, hein, que ce soit l'armée russe, ce qui était un temps compté comme les séparatistes du Donbass, Mhm. plus Wagner, etc. On est à peu près à 235 000 morts. On doit avoir à peu près donc le double en blessés. À savoir ensuite dans ces blessés combien sont des blessés irrécupérables, hein, parce que je rappelle qu'on peut être blessé plusieurs fois de Bien manière sûr. légère, Et revenir. faut même y revenir. Ce Mhm. qui compte, c'est le nombre de blessés irrécupérables. Moi, sur Mhm. environ 500 000 blessés, j'estime qu'il doit y en avoir entre 150 et 200 000 qui sont irrécupérables, les estropiés, etc. Et Mhm. par contre, du côté ukrainien, si on s'en tient à ce que dit le site War Tears, qui a fait un modèle mathématique de projection à partir des pertes qui ont été confirmées, on serait à 800 000 morts et on serait à environ 500 000 blessés, dont environ, pareil, presque 200 000 amputés. Mhm. Je rappelle que le gros problème, parce que les gens vont dire, mais oui, mais c'est pas possible, d'habitude, c'est un mort, trois blessés. Non, pour deux raisons. Les drones tuent, ne blessent quasiment pas. Hein, quand vous Mhm. êtes touché par un drone, vous êtes mort. Ça, c'est le premier facteur le plus récent. Et si on reprend tout ce que nous ont expliqué les volontaires étrangers qui ont servi dans l'armée ukrainienne, il y a depuis le début des combats de l'automne 2022 un problème de chaîne sanitaire pour évacuer rapidement les Mhm. blessés. Ce qui fait qu'on a de nombreux amputés, parce que les types, on leur fait des garrots et puis c'est trop tard quand ils arrivent Ouais. à un Mhm. hôpital. Et puis il y a ceux qui, malheureusement, meurent de leurs blessures faute de pouvoir atteindre un hôpital et qu'un garrot ne peut pas préserver de Non, la mais mort. Donc, un garrot peut, justement, quand il est trop longtemps posé sur
sur un membre qu'on conduit à l'amputation obligatoire. C'est ça, voilà. Voilà. Et c'est pour Il y a ça un temps que limite. moi, je pense qu'à la fin, le nombre de morts du côté ukrainien sera au moins égal ou supérieur au nombre de blessés à cause de ce genre, de ces deux situations-là. Voilà, donc ça fait, si vous prenez les Russes, bah ça fait 750 000 pertes au total, et puis de l'autre côté, on est presque à 1,5 million aujourd'hui, donc on a largement dépassé les 2 millions de pertes au total dans cette guerre. Hein. Et alors avec cette singularité qu'il faut souligner pour moi qui suis historien de l'art de la guerre à l'époque contemporaine, c'est que pour la première fois depuis la Première Guerre mondiale, eh bien, le nombre de morts militaires a repris très largement le dessus par rapport aux pertes civiles, hein, puisque avec la Seconde Guerre mondiale, les pertes civiles avaient dépassé les pertes militaires. Là, on est revenu à un système configuration Première Guerre mondiale. Voilà, c'est ça. Les pertes militaires sont largement, c'est incroyablement plus élevé que les pertes civiles. Alors, on va rester sur les pertes. Quelqu'un, le vrai du faux, 21, nous demande, y a-t-il des chiffres sur les morts français en Ukraine? Il doit y en avoir sur beaucoup de vidéos de Français. Voilà, beaucoup de vidéos de Français ont été faites sur des Français là-bas. Voilà. Alors ça, le nombre de Français qui sont morts là-bas dans les rangs de l'armée ukrainienne, je sais qu'il y a des gens qui se sont amusés à essayer de les décompter, mais j'ai pas fait attention à ces chiffres-là. Mais je pense maintenant qu'on doit avoir dépassé la cinquantaine d'individus, hein, malheureusement. Hein, Ok. Quelqu'un demande quelle est la situation à Kupiansk. Il s'agit de Thomas Casteron, 41-95. Ah bah la situation à Kupiansk, c'est peut-être celle qui est la plus dynamique de ces dernières semaines. C'est-à-dire qu'après que les Russes aient annoncé la prise de la ville fin novembre, début décembre, on a vu en 10 jours les Ukrainiens mener des contre-attaques avec cette fameuse vidéo de Zelensky qui s'est filmée là devant. Donc les Ukrainiens ont repris à peu près les 3/4 de la partie occidentale de la ville, tandis que les Russes, eux, se sont maintenus au cœur et sur la partie orientale par rapport à l'Oskol. Et donc aujourd'hui, les combats se concentrent surtout côté est pour définitivement réduire la poche ukrainienne qui est sur la rive orientale de l'Oskol. Et puis au nord, les Russes ont encore réussi à lancer une contre-attaque pour reprendre un des villages il y a 10 jours. Donc il y a encore des combats. Donc tout ça est très dynamique, mais contrairement aux affirmations de Zelensky, les Ukrainiens n'ont jamais repris la totalité de Kupiansk depuis que les Russes l'avaient conquise fin novembre. Alors, quel a été l'objectif de reconquérir Kupiansk, d'user des bonnes troupes, simplement symbolique pour faire plaisir à Trump? C'est quoi l'idée? Ah bah c'est exactement comme pour Myrnograd et Pokrovsk, c'est de dire voilà, Moscou en plus annonce un peu de manière prononcée sur le plan médiatique avoir conquis la ville. Donc on va nous jouer un coup de com' à l'envers. On va en plus faire un montage bidon avec Zelensky. Je rappelle que le montage bidon avec Zelensky, c'est des soldats ukrainiens eux-mêmes qui l'ont débunké. C'est pas les Russes, en disant il se fout de nous, il est pas là-bas, ça a été tourné il y a plus longtemps, etc. Donc c'est comme Verdun, c'est toujours de dire voilà, on tient toujours, on y est, nos meilleures troupes, etc. Et malheureusement, alors les meilleures troupes, on sait aujourd'hui qu'il y avait au moins la moitié des unités ukrainiennes, c'était des mercenaires latino-américains et colombiens en particulier, qu'on menait les contre-attaques là-bas. Donc voilà, ça ne fait que fragiliser l'armée ukrainienne et surtout ça favorise la stratégie russe de l'attrition. C'est ça qui est terrible, c'est que vous savez que votre adversaire joue l'attrition et vous venez vous offrir sous ses feux. C'est d'une stupidité incroyable. Quelqu'un demande la survie formation officielle. Skynet sera-t-il coupé en Ukraine? Skynet? Alors ça, je ne sais pas. Ou Starlink, parce que... Starlink. Starlink, je sais pas. Là, aujourd'hui, par rapport au dossier iranien, les Russes laissent entendre via différents canaux qu'ils ont été capables de détecter les connexions Starlink et de les couper en Iran. Donc, est-ce qu'ils sont aujourd'hui capables voilà, est-ce qu'ils sont capables d'en faire autant sur le front ukrainien? Là, c'est très difficile d'avoir une information vérifiable et vérifiée sur ce sujet. Maintenant, si la situation politique,
parce que moi, je pense que Trump, maintenant, il joue le pourrissement à l'intérieur du régime de Kiev. Hein, et je pense que si demain, les mecs d'Azov se fâchent, alors là, ils les laisseront complètement s'entretuer. Alors, là, j'arrive pas. WLADH, voilà. Reste-t-il encore des T-14 Armata engagés en Ukraine? Si oui, dans quelle fonction, pour quel rôle? Alors pour moi, ils ont tous été retirés. Ils ont fait un bref passage au début du conflit, mais ils sont pas restés. Et alors aujourd'hui, même l'avenir du programme Armata est sérieusement, enfin plus que sérieusement remis en cause, parce qu'il va falloir repenser complètement les chars de combat de demain par rapport aux drones. Donc là, je sais pas ce que va devenir le programme Armata. Hein. Très bien. Les résultats sur le terrain auront-ils un impact sur les exportations RU et EU versus US en armes? Pour moi, là, aujourd'hui, ce qu'il faut comprendre, c'est que par rapport à ce que je disais sur ce qui se passe au niveau de l'Union européenne et des arsenaux européens, mais il va falloir enfin se remettre au boulot pour fabriquer des armes et des munitions et pas rester dans l'incantatoire d'Emmanuel Macron qui dit il faut. Hein, je le rappelle, la grande farce de l'automne dernier, c'est les Bretons là, des forges de Bretagne, qui nous disent nous, on n'a jamais vu. Ben voilà, on fabrique les obus, mais on n'a jamais vu encore le carnet de commandes rempli. Donc, avant de parler d'exportation ou de ce genre de choses, il va falloir redémarrer notre industrie d'armement, de manière réelle et sérieuse. Et c'est pareil pour tous les États européens, parce que c'est bien beau de dire on veut, mais pour le moment, on voit pas grand-chose de concret, hein, et où que ce soit. Je rappelle que là, les Anglais, alors je disais en introduction, ils s'interrogent sur le fait de mettre en œuvre les prototypes du Challenger 3, mais ils viennent de se prendre une déculottée industrielle avec le VBCI qui devait sortir l'Ajax, parce que le truc, il est complètement pourri, et qu'ils ont donc finalisé un programme de véhicules de combat d'infanterie qui probablement ne sera jamais construit en série. Enfin, on est dans une nécessité en Occident de repenser notre industrie d'armement de fond en comble. Hein. Et tous, les Allemands, les Français, les Britanniques, hein, les Italiens aussi. Alors, si Trump attaque l'Iran, est-ce que ça fragilisera la Russie avec l'Ukraine comme un deux fronts qui s'ouvrent? Personnellement, je ne suis pas persuadé que les Russes vont s'impliquer en Iran tant que ça, mais bon. Bah moi, ce que je me dis, ce que je dis partout depuis qu'on parle de cette histoire, c'est quoi pour Donald Trump attaquer l'Iran? C'est nous refaire le coup de com' de la fin de la guerre des 12 jours il y a 6 mois? C'est frapper des montagnes dont on a vidé les centrifugeuses? Oui, bon, bah, je ne sais pas ce que ça va faire de mal à la Russie si c'est encore ce genre de coup de communication, parce que je pense que c'est vers ça, au pire, que Donald Trump peut recourir dans les jours ou les semaines qui viennent. Autre question, Coco62 locaux. Les Européens vont-ils répondre à la demande de Zelensky de renvoyer les réfugiés ukrainiens en Ukraine pour se battre? Alors ça c'est un grand sujet qu'avait déjà fait parler de lui à la fin de l'année 2022 en Irlande, où des réfugiés ukrainiens avaient reçu des courriers du gouvernement de Dublin leur disant bah écoutez les cocos, faudrait peut-être retourner chez vous là. Vous êtes en âge de participer à la guerre et si vous le faites pas, on va vous expulser. Et puis bien évidemment, les bonnes âmes de la Cour européenne des droits de l'homme, etc., étaient venus dire ah ben non, on peut pas, parce que là c'est le problème que ça va poser. Si vous voulez, parce qu'il va falloir les expulser, on est bien d'accord, ils vont pas y aller volontairement. Hein. Ceux qui sont ici, ils n'ont pas envie d'aller au casse-pipe quand ils voient les images et les pertes et que leur famille en plus leur parle de ce qui se déroule là-bas. Donc il va falloir les expulser. Mais comment on va faire ensuite par rapport à tous les partis politiques populistes d'Europe de l'Ouest pour dire on va expulser les Ukrainiens pour qu'ils aillent à la mort et on va garder, je sais pas moi, les subsahariens, les maghrébins, etc. Enfin, ça va poser un problème de deux poids, deux mesures qui va péter à la figure des gouvernements s'ils font ça. Hein. Faudra bien en mesurer l'impact politique, hein, et notamment nous en France avec les partis comme le RN, Reconquête et compagnie. Hein, ça va être costaud là.
Alors, on a une question de Ahmad Diallo. Que sont devenus les soldats encerclés dans la garnison de Mirnograd et y a-t-il des combattants africains dans l'un des deux côtés, dans l'un des camps? Voilà. Alors moi, j'ai entendu parler de combattants africains du côté russe. J'en ai vu quelques-uns en photo. Mm. Après, j'en ai pas vu du côté ukrainien, mais je peux pas dire que, enfin, je peux pas être formel en disant il y en a pas. En tout cas, moi, j'en ai pas vu sur tous les canaux ukrainiens Telegram que je consulte quotidiennement. J'en ai vu côté russe. Et alors, par contre, la garnison de Mirnograd, ben, elle a fini par être anéantie, hein, puisque les types, Mm. on leur a interdit de sortir. Et à l'inverse de ce qui s'était passé à Velika Novosilka, leur commandant de garnison, au lieu de se rendre, ou celui d'Ougledar d'ailleurs, il y a eu Veselika, Novosilka et Ougledar où ça s'est passé contre les ordres de Kiev, où les commandants de garnison eux-mêmes ont dit bon les gars, on est encerclés, on n'a plus de munitions, on n'a plus rien, on pose les armes et on se rend. Là, les types ont été éclatés en plein de petites poches d'isolés. Certains ont été retrouvés dans des caves, etc. Tout seuls. Bon, voilà, ils ont été faits prisonniers ou s'ils n'ont pas voulu se rendre, ils ont été tués. Il faut être clair. Hein. Mm. Pourquoi l'arme nouveau, alors je pense que c'est les nouvelles armes de Poutine et de Trump, que Poutine et Trump disent posséder, ne sont pas utilisées, même très localement, entre parenthèses électromagnétiques. Je pense que la personne fait référence à ce qui s'est passé au Venezuela avec fameuse arme secrète dont Trump a parlé. Ben, alors, du côté russe, je ne sais pas à quoi ça fait référence parce que les armes que possèdent les Russes, c'est surtout les nouveautés au niveau Orechny. Oreshnik. Voilà, Mm. donc ça, ils ont fait voir à Mm. tout le monde ce que c'était à deux reprises. Donc je pense que là-dessus, il y a pas de doute. Il y a un doute sur le nombre de missiles disponibles par rapport à ce que fabriquent les industries russes. Maintenant, l'histoire de Caracas, c'était il y a 3 semaines. Je reste très prudent sur cette histoire. Oui, on sait qu'il y a des armes électromagnétiques. Hein. Mm. On en a parlé quelques mois auparavant dans les grandes manifestations qu'il y a eu à Belgrade, où on a accusé la police serbe d'avoir utilisé ces armes à ultrasons pour disperser les manifestants. Donc C'est vrai. je sais que Mm. techniquement, il y a des choses de ce genre, des armes non létales, entre guillemets, au départ, même si ça peut tuer des gens fragiles ou des gens avec des pacemakers ou ce genre de choses. Mais là, par rapport à ce dont nous parle Donald Trump, on va laisser le soufflet reposer un petit peu Mm. avant de vraiment discerner le vrai du faux, la rumeur, Mm. qu'est-ce que ça pourrait être. C'est un peu Mm. trop tôt pour se prononcer intelligemment. Une question très intéressante. Là, peut-on imaginer un renversement d'alliance de la part de la Hongrie? C'est vrai qu'il va y avoir des élections dans lesquelles le parti de Viktor Orban n'est pas est menacé. Est-ce que c'est possible et qu'est-ce que ça changera? Si les Hongrois sont assez stupides pour changer de gouvernement et se priver pour la fin de l'hiver qui est encore à venir de chauffage, parce qu'il y aura plus de gaz russe, ils peuvent toujours tenter le coup. Hein, voilà. Puis s'ils veulent aussi s'asseoir sur le problème que pose la minorité, le traitement que Kiev applique à la minorité magyare en Ukraine, ils peuvent aussi le faire. Voilà, tout Mm. le monde peut se suicider à un moment ou à un autre. Parce que je Mm. rappelle que la grande problématique pour le gouvernement roumain, pour le gouvernement magyar, pour une partie du gouvernement polonais, c'est le fait qu'ils ont des minorités ethniques qui sont sur le territoire ukrainien et qui ont été absolument traités encore du même niveau que les Russes enfin les russophones du Donbass. Qu'on a été chercher pour être envoyés en première ligne au début de l'année 2023. Donc voilà, les Hongrois sont souverains, ils font ce qu'ils veulent. Mais s'ils font ce changement d'alliance, ils vont tout de suite le payer très cher, ne serait-ce que sur le plan énergétique. Alors, question, les Russes sont-ils de Jom-Lalin? Question, les Russes sont-ils des brouilleurs GPS qui empêchent les avions de chasse ukrainiens, il n'y a pas de verbe, mais voilà, on imagine de décoller, ou qui peuvent nuire à ces avions de chasse? Alors, par rapport à l'aviation, ça, j'ai pas d'informations. Je sais que les Russes avaient un système de brouillage à visée générale sur une zone particulière
qu'ils ont testé en Syrie, qui avait d'ailleurs, semble-t-il, impressionné notre marine, puisqu'il y avait un de nos bâtiments qui était au large de la Syrie qui avait été impacté par ce système qui met une espèce de blackout sur une zone. Est-ce que ça impacte le décollage des avions? J'imagine que si ça coupe tous les radars de veille d'un bâtiment de guerre, ça ne doit pas être bon non plus pour un avion. Mais c'est la dernière fois qu'on a entendu parler de ça. Ça date donc de 2018 ou 2019. Depuis, par rapport à l'Ukraine, on n'en a pas entendu parler. Sinon, peut-être que un de ces brouilleurs, qui est notamment monté sur un gros camion, aurait été capturé par les Ukrainiens au nord de Kiev au début de la guerre en Ukraine. Mais ça n'a jamais été confirmé, ni par Moscou, bien sûr, mais on ne nous l'a pas montré comme un trophée du côté occidental en disant, regardez, on a trouvé ce truc-là, et voilà comment ça fonctionne. Alors, quelqu'un dit, seul l'avion de von der Leyen a été brouillé. Je rappelle que c'est une blague et que ça avait été débunké, malgré que au départ, l'information avait été prise au sérieux. Voilà. Voilà. Faut préciser. Question, Édouard Naville. Téhéran oserait-il utiliser des missiles hypersoniques pour couler les bateaux US? Là, on se décale un peu de. Est-ce que c'est une vraie question que beaucoup d'experts se posent? Est-ce que cette flotte et ce porte-avions gigantesque Abraham Lincoln est-il vulnérable finalement? Ah bah avec un missile hypersonique, puisque les Américains eux-mêmes les appellent les tueurs de porte-avions, c'est tout à fait possible. Maintenant, alors la première chose, c'est de savoir où est l'Abraham Lincoln. Pour le moment, il n'est pas rentré dans le Golfe. Hein, il est toujours au large derrière les montagnes d'Oman. Voilà, donc avec tout son parapluie, de son escorte, mais aussi tout le long du trajet qui va vers l'Iran, de tout un tas de bases, que ce soit d'ailleurs celle d'Al-Udaï au Qatar ou celle aux Émirats, etc., il y a quand même plusieurs barrages à passer pour l'atteindre. On aurait pu être plus inquiet si la rumeur s'était vérifiée quand Sarallah avait touché un de ses missiles hypersoniques pour taper un porte-avions au moment où il y a eu le plus de grabuge à l'entrée de la mer Rouge, dans le golfe d'Aden. Voilà. Mais là, moi, pour le moment, les Iraniens, c'est à mon avis 99,9% sûr qu'ils ont des missiles hypersoniques capables de taper les porte-avions américains ou autres. Moi, je pense que comme c'était le cas à l'époque de la guerre froide dans la doctrine soviétique, qui avait aussi mis en place des missiles capables de faire ça, c'est qu'il faut qu'ils soient tirés en essaim pour faire de telle sorte à ce que vous ayez toujours au moins un missile qui traverse la couverture anti-aérienne du porte-avions pour le dézinguer. Voilà. Par contre, c'est sûr que s'il y en a un seul qui touche, là, le porte-avions, il s'en remettra pas. Hein. Ça, c'est pas possible. Hein. Alors, pour poursuivre, oui, allez-y, terminez. Il faut pouvoir tirer en essaim et il faudrait que le porte-avions se rapproche pour que ça ait vraiment, ça en vaille la peine. Alors, quelqu'un demande, pour poursuivre sur ces questions des armes iraniennes, bonsoir, l'Iran a-t-il des missiles sous-marins? Des missiles sous-marins? Alors là, non, pas à ma connaissance. Non. Là, peut-être ont-ils développé des drones marins navals comme ceux que l'Ukraine a pu développer. Hein. Ça, c'est pas, on n'a pas d'informations particulières parce que c'est pas le genre de pays qui nous informe régulièrement de ces mises à jour techniques. Mais c'est tout à fait probable qu'ils aient pensé à développer ce genre de choses sur le modèle de ce qu'a fait la flotte ukrainienne pour poser des difficultés à la flotte de la mer Noire depuis 2022. Ça, c'est possible. Mais des missiles, je pense pas. Autre question, pourquoi? Alors, c'est Tony Dias, 91-70, qui demande pourquoi Poutine ne met pas fin à la guerre en envoyant quelques Orechnik. En 3-4 heures, la guerre serait terminée rapidement. Non. Parce que les Européens doivent. Enfin, faut qu'on se mette une chose dans la tête. C'est une guerre civile. Vous n'êtes pas. Et les Russes ne font pas la guerre comme les États-Unis d'Amérique. Hein. Il y a deux problèmes, deux paradigmes que les Occidentaux et les Européens en général ne veulent pas entendre. Le problème, de la démographie russe qui les oblige à faire les choses lentement mais sûrement. Et puis l'autre, c'est qu'ils ont en face d'eux leurs cousins, et au sens, pour certains, littéral du terme,
Hein. On a vu, vous avez interviewé, Régis, vous avez eu ce privilège d'interviewer Sergueï Munier, qui vous a expliqué comment dans sa propre famille se passait Mhm. la scission entre les pro-russes et les pro-Kiev, C'est vrai. et qu'il avait un de ses oncles en face de lui dans le camp d'en face. Vous Mhm. n'allez pas appliquer le carpet bombing sur vos oncles et tantes ou sur vos cousins pour les vaincre. C'est pas possible. Alors oui, quand vous êtes au front, vous allez vous battre avec un acharnement et un courage de part et d'autre qui fait de l'admiration de tous ceux qui sont là à commenter cette guerre, mais vous n'allez pas raser une ville. Vous n'allez Mhm. pas traiter ni Kiev, ni Lviv, ni je sais pas Vinitsa ou Krivoy Rog, puisque c'est la ville de Zelensky, Zelensky. Mhm. comme les Américains ont traité Mossoul. Non, c'est pas possible. Dans la Mhm. vision des Russes, ça ne peut pas se passer comme ça. Voilà. Mhm. Donc ils vont pas raser les villes pour dire regardez, on a tout fait. Oui, les autres sont obligés de se rendre. Non, ça fait pas partie de leur logiciel. Ça, c'est le Mhm. logiciel Yankee. Mhm. Autre question importante, mais je crois qu'il y a plusieurs précisions allant dans ce sens. L'Ukraine rentrera-t-elle dans l'Union européenne? Je crois que cette semaine même, Zelensky a annoncé que les pourparlers pour cette intégration étaient largement avancés. Qu'est-ce que vous en pensez, Sylvain? Ah ben moi je pense que alors c'est notre malheur pour nous contribuables européens, mais c'est la seule porte de sortie qui Mm, peut rester à ce qui va demeurer de l'Ukraine à la fin de cette guerre, parce que comme je le disais tout à l'heure, il mm, restera pour moi une Ukraine, et il vaut mieux qu'elle soit pour elle arrimée à mm, l'Europe et à l'Union européenne que pas du tout, hein, pour avoir une chance de reconstruction, de stabilisation. Mais maintenant, pour nous, les citoyens européens qui avons déjà été rincés 3, 4, 5, 6 fois par le budget qu'on a envoyé à l'Ukraine, que ce soit pour mm, payer ses fonctionnaires ou les matériels militaires, bah pour nous, c'est pas du tout une bonne nouvelle. Et puis alors, le dernier point, pour notre mm, agriculture, puisque ça vient d'être un grand problème avec le Mercosur, si mm, l'Union européenne fait rentrer l'agriculture ukrainienne dans la partie, ça va être un double désastre pour notre agriculture française. Hein. Faut bien en avoir mm. conscience. Alors, il y a une question là qui est intéressante et je voulais aussi, ça tombe bien parce que c'est une question que je me pose depuis pas mal de temps. Alexander Sirski a sa famille en Russie, hein, son père d'ailleurs qui est malade et soigné dans la région de Moscou. Si Poutine était si vilain, il y aurait prise d'otage ou dépression. Et je crois que récemment, Alexander Sirski a pu envoyer de l'argent à sa famille. Comment vous expliquez que le chef d'état-major de l'armée ukrainienne bénéficie d'une forme de traitement de faveur pour sa famille qui est installée en Russie? Ben, étant donné que les parents et toute la parentèle d'ailleurs semble-t-il de Sirski est restée fidèle à la Russie, Vladimir Poutine, il va pas leur taper dessus. C'est des gens qui ont Mm, toujours manifesté leur attachement mm, d'abord à l'Union soviétique et puis ensuite à la Russie. mm, Voilà, comme vous le soulignez, ça a été stupéfiant. C'est-à-dire que Sirski a payé pour que mm, son père soit soigné dans le meilleur hôpital neurologique de mm, Moscou, donc mm, probablement de Russie. Bon, mm, voilà. Mais bon, chacun pour sa carrière, voilà, c'est comme ce qu'on disait sur Sergueï Munier avec son oncle. Bah, chacun mm, a choisi un chemin, mais mm, Vladimir Poutine n'attendait qu'une chose. Hein, il en a souvent parlé quand il disait j'ai rencontré Zelensky, je lui ai dit mais regarde ton grand-père qui a combattu à côté de mon père pour la libération de l'Union soviétique des nazis, et toi mm, aujourd'hui tu t'acoquines avec Azov. mm, Voilà, donc mm, chez eux, il y a cette notion que la fidélité mm, fait qu'on va pas s'attaquer forcément aux gens en les prenant comme ça en otage, en disant bah voilà, je sais pas, on a ton père avec nous, ta famille, toi tu as intérêt à te rendre ou à arrêter de faire ça. C'est pas dans la mentalité. mm. Non, c'est très intéressant, surtout que Sirski, d'ailleurs, la raison de son appartenance à l'Ukraine, c'est parce que sa garnison en 91 se trouvait en Ukraine au moment de l'indépendance. C'est pas une question à la base d'adhésion, on va dire, affective à l'Ukraine. C'est intéressant. Ah oui, Alors, oui. autre question. Il y avait des. Non, c'est passé. Et malheureusement, je n'arrive pas à faire que. Attendez.
Alors, ça continue. Continuez à envoyer des questions parce que là, je n'en ai plus. Je n'arrive pas à faire bouger le curseur donc, il faut que je les repère au fur et à mesure. Ça ne marche plus. Euh, la Russie est également le pays qui a accueilli le plus de réfugiés ukrainiens. Vous voulez commenter là-dessus? Bah, voilà, on sait que avant cette guerre fratricide, il y avait des Hmm, milliers, des centaines de milliers de personnes qui avaient fait des mariages russes-ukrainiens, donc qui avaient hmm, des enfants, qui avaient donc de part et d'autre de la frontière de la famille, et donc il y a une partie de ceux qui notamment sont russophones se sont dit maintenant c'est l'heure de quitter le pays pour éviter la guerre, mais allons du côté russophone et donc en Russie parce qu'on sait qu'on sera bien traité, voilà, et qu'on n'aura pas de hmm, problème d'intégration. Les gens qui sont venus en Europe occidentale sont hmm, majoritairement les Ukrainiens de l'ouest de l'Ukraine hmm, qui détestent les Russes, qui ont d'ailleurs qu'appartiennent à l'Ukraine que par la volonté de Joseph Staline. Donc bon, c'est des Ukrainiens récents. Voilà, donc eux, ils sont partis du côté polonais, allemand, etc. Mais les autres, la plus grande majorité d'entre eux, ben, ils sont partis du côté russe. Hein, ils les connaissent par cœur. Et globalement, c'est dans leur famille ou pas loin de leur famille. hmm, hmm. Alors, on entend Survie Formation Officielle qui vous pose cette question. On entend que la Russie aurait 2 ans ou plus de ressources avant un épuisement industriel et armement. Qu'en pensez-vous? Alors, quand moi je me renseigne sur ces questions-là, j'écoute l'ami Jacques Sapir, hein, grand économiste spécialiste du monde soviétique et du monde russe. Aussi. Euh, que ce soit la santé de l'économie russe aujourd'hui, depuis le début Hmm, de la guerre, ses moyens industriels, ses moyens même en ayant, bon là il y en a beaucoup moins besoin, mais ils ont quand même fait beaucoup venir des obus d'artillerie en 2023-2024 de Corée du Nord. Ils peuvent tenir la distance jusqu'à, je vais pas dire jusqu'à plus soif, mais ils sont absolument pas en situation de danger. Il y a des problèmes dans l'économie avec l'inflation et puis avec le problème de la main d'œuvre, mais tout ça finit par se résorber ou l'économie finit par s'adapter. Et tout à l'heure, j'ai pas, je me rends compte, répondu à la question sur quand ce conflit va se terminer. Pour moi, d'ici à l'été, ça devrait se régler parce que Elle a été l'Ukraine était reposée la question, hein, Sylvain. Elle a été voilà, reposée plusieurs fois. Donc allez-y. pour, pour moi, à l'été, c'est terminé parce que l'Ukraine est complètement Hmm, épuisée et à bout de souffle, ce qui n'est pas du tout le cas de la Russie. Et parce que, comme je l'ai dit aussi quand on parlait des livraisons hmm, d'armes, il n'y a plus rien qui arrive comme matériel lourd, hmm, déterminant pour continuer la guerre de haute intensité. Il reste plus que des drones. Et les hmm, drones, bah, c'est pareil, au bout d'un moment, ça s'épuisera hmm, parce que leur fabrication est entravée par les frappes russes dans la profondeur, faut pas l'oublier non plus. hmm. Très intéressant pour réagir sur la question des Ukrainiens qui vont en Ukraine, en Russie. Édouard Naville, 6443, qui me dit: Mon épouse ukrainienne a quitté l'Ukraine pour vivre en Russie il y a 20 ans. Elle n'avait aucun avenir là-bas. Donc ça montre bien que voilà, ces échanges ont lieu et que ces deux peuples très très proches. Voilà. Euh, la concentration du front alors que les Russes peuvent l'allonger, est-ce une stratégie russe? Est-il maintenant le front sur là? Je vois pas. Est-ce que le front se concentre ou est-ce qu'il va s'étirer? Ah Voilà. bah alors consécutivement à l'affaire de Dobropilia et aux Ouzvang, Mm. il s'est étiré puisque les Russes ont rouvert des secteurs du front, notamment alors il y a eu dans Dans le l'oblast sud. de Mm. oui alors il y a eu dans le sud, il y a eu dans l'oblast de Soumy. Oui, Ils sont en train de faire une espèce de pont le long de la frontière entre Vovchansk et oui. justement Kupiansk. Donc oui, ils ont bien compris que les autres manquaient tellement d'hommes. Mm. Le cas de Soumy a été assez particulier, c'est-à-dire que les gens qui ont été envoyés pour contre-attaquer à Kupiansk là au mois de décembre, eh bien, ils ont été prélevés à Soumy et immédiatement, dans les 48 heures qui ont suivi leur départ, les Russes ont avancé de nouveau dans le secteur de Soumy parce qu'en face d'eux, il y avait moins de monde. Alors, c'est bien Mm. beau de nous faire de la com après derrière en disant, regardez, on a repris 3 pâtés de maison à Kupiansk. Ben oui, mais vous n'avez plus personne pour défendre le secteur de Soumy de l'autre côté. Donc, Ouais. voilà, c'est pour ça que je parle de Zugzwang, c'est-à-dire que quoi que l'armée ukrainienne soit contraint de faire, ça dégrade sa situation générale. Mm. Alors encore, ça revient sur le Donbass. Christian Wittgens, 2305, qui demande:
bonsoir. Dans combien de temps les Russes auront enfin conquis tout le Donbass et que feront-ils une fois que ce sera fait si les Ukrainiens ne se rendent toujours pas? Alors, combien de temps? Bah, comme je viens de le dire, pour moi, cette guerre sera terminée d'ici 6 mois Hmm. maximum. Alors, Donc je ils ne l'auront sais pas pas reconquis. est-ce qu'ils l'auront reconquis parce que d'un seul coup, il va y avoir un effondrement dans un secteur ou pas. Je ne pense pas. Parce que pour moi, s'il y a un effondrement, je l'ai dit tout à l'heure, ce serait plutôt à surveiller du côté de Zaporizhia et de l'oblast de Zaporizhia. Voilà, moi, je pense. Alors après, on n'a pas encore abordé les négociations qui sont en cours. Bon, on nous dit que ça pourrait peut-être déboucher enfin sur quelque chose. Moi, je reste extrêmement circonspect parce que, entre guillemets, Trump nous l'a déjà fait 4 ou 5 fois en un Hmm. an, donc c'est pas très Hmm. crédible. Mais peut y avoir, c'est toujours ça le problème, c'est à quel moment, dans tel ou tel secteur, peut y avoir une défaillance qui va entraîner un domino et que du coup, il y Hmm. aura un effondrement partiel ou pas du front. Et surtout, est-ce que les Russes se précipiteront pour l'exploiter ou est-ce qu'ils continueront leur stratégie d'attrition? Moi, Hmm. aujourd'hui, c'est ça qui me questionne. C'est pour préserver leurs hommes à tout prix. Est-ce qu'ils ne resteront pas finalement jusqu'au bout dans cette Hmm. stratégie d'attrition, même s'il y a des endroits où ça devient de plus en plus poreux pour Hmm. s'infiltrer et prendre du terrain? Alors, autre question aussi, y a-t-il, Pierre Delacroix, 10,97, y a-t-il des civils se retrouvant du côté russe de la ligne de front et de quoi vivent-ils? Qui paye les retraites? Ah bah du côté russe, tous les gens qui ont Hmm. été récupérés par la conquête depuis Lysychansk, Sévérodonetsk, etc., c'est des gens qui attendaient le retour de l'armée russe. On a vu certaines scènes le 24 février 2022 avec des types qui disaient ah bah c'est seulement maintenant que vous arrivez, ça fait depuis 2014 qu'on vous attend. Hmm. Et qu'effectivement, c'est majoritairement des personnes âgées qui sont retraitées et qui n'étaient plus Hmm. rémunérées par le système ukrainien complètement failli. Et donc Moscou a pris le relais. Et c'est pour ça, là, on l'a vu dans Pokrovsk, hein, il y a quand même à des endroits, les troupes russes ont croisé des civils, alors plutôt des gens âgés, je le répète, qui les attendaient, qui étaient très heureux de les voir arriver, parce qu'ils savent que pour eux, bah, matériellement, ils vont s'en sortir. Hein, alors, c'est pas les scènes de Mariupol, où Mariupol, je le disais avec Charles la semaine dernière, la ville a été une des premières à se soulever contre le Maïdan. Donc, bien évidemment, contrairement à ce qu'on nous a raconté, les Russes n'ont pas liquidé 50% de la population qui leur était favorable. Et quand ils sont arrivés, ils ont été globalement accueillis comme des libérateurs. Mais ça reste toujours ça. Puis il y a un autre élément. De temps en temps, sur LCI, ils vendent la mèche, Hmm. c'est que ces gens-là servent d'informateurs à l'armée russe tant qu'ils Hmm. sont dans une zone de combat d'unité ukrainienne. Et ça pose des problèmes parce que de temps en temps, les Ukrainiens en chopent un ou deux et on les revoit pas. Moi, j'ai été témoin d'un village qui avait été repris par les Russes de janvier 2023 dans le Donbass, où le village, l'unité russe qui était stationnée avait de forts doutes sur la fiabilité des Ukrainiens qui étaient dans le village et l'accusaient d'avoir Ah oui, renseigné d'accord, ça existe aussi dans l'autre l'inverse. sens. Ouais. Ouais, ouais, Voilà, qui peut exister aussi. Voilà. ça doit dépendre des secteurs. Oui, 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 tout à fait. Alors, question, les Européens vont-ils répondre à la demande de Zelensky? Ah non, celle-là, on l'avait déjà faite. Pardon, hein, j'essaie de les prendre au fur et à mesure. Oui, bonsoir à vous deux. L'armée française a-t-elle tiré des leçons factuelles et concrètes de cette guerre en Ukraine pour améliorer son armée? Alors, c'est difficile de répondre parce que sur le plan de la communication, ce qu'ils nous ont montré laisse croire qu'ils n'ont rien appris. Hein. Les manœuvres de l'année Hmm. 2025 qui ont été mises en scène et filmées et ensuite largement diffusées sur les canaux des médias de grand chemin, on s'interroge sur ce qui se passe. Hein. On a vu, moi, à côté de chez moi, dans les Ardennes, là, l'exercice Ardennes 2025, des Hmm. scènes qu'on pensait plus voir pour une armée moderne qui s'instruirait des leçons de la guerre en Ukraine. On a vu aussi à Calvi des gens du deuxième REP faire des choses en ville. On se demandait à quoi ça servait. On en avait vu d'autres encore avant un Hmm. régiment d'infanterie de marine. Alors après, quand on interviewe des militaires qui veulent bien nous parler, ils nous disent oui, mais ça, c'est ce qu'on montre.
et c'était globalement de la com par rapport à Macron qui voulait mettre en tension la population sur le fait qu'on allait peut-être devoir faire la guerre. Mais vous inquiétez pas, quand on est au CENSUB ou quand on est sur nos grands camps d'entraînement, on travaille en prenant en compte les leçons de la guerre en Ukraine. Alors je veux bien qu'il y ait cette dichotomie, mais simplement le message qu'on envoie au reste du monde par les moyens de communication, si Monsieur Macron veut mettre en tension notre société, qui filme pas nos militaires en train de faire n'importe quoi, parce que nos adversaires nous regardent. Et on est dans une guerre aujourd'hui qui doit prendre en compte le domaine informationnel, on cesse de nous le répéter. Donc ces diffusions à répétition en moins de 8 mois d'unités françaises qui faisaient n'importe quoi, ça donnait pas vraiment du sérieux à nos forces armées. Voilà. Alors, intéressante remarque de EL Buzo 9140, la PME alsacienne ALM Mecha a mis au point un intercepteur de drone ultra rapide 700 km/h et manœuvrant qui s'appelle le Fury, doté d'un micro-réacteur quasi unique au monde, le tout sans l'aide du ministère des Armées. Ah bah oui, oui. C'est malheureusement pas étonnant. Reste à savoir maintenant ce que va devenir ce projet et ce qu'on va pouvoir en faire des quantités industrielles. Et parce que c'est toujours pareil. Pour prendre en compte les leçons d'une guerre, il y a bien évidemment l'observation, l'ouverture d'esprit, et puis il y a aussi une autre donnée, c'est quels sont les moyens financiers qu'on a pour pouvoir faire quelque chose. Moi, ce que j'ai entendu de certains commandants d'unités, c'est qu'ils étaient obligés d'acquérir eux-mêmes des drones pour former leurs soldats, d'abord à leur manipulation, mais aussi à leur présence au-dessus d'eux sur le champ de bataille et à la mise en stress que ça crée. Donc, si c'est les officiers qui, sur leur denier ou la caisse de l'amicale du régiment, qui sont obligés de faire ça, ça en dit long sur les problèmes qui vont de pair avec ce qu'on disait tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on nous dit il faut faire des obus de 155 mm, puis quand on interroge les gens qui les fabriquent, ils vous disent bah oui, mais ça fait 12 mois qu'on n'a pas vu la ligne de commande. Hein. Il y a quand même des choses qui sont faites, des initiatives qui sont prises par des officiers supérieurs. Je me suis laissé dire qu'à Montmelon, notamment, il y a un centre d'entraînement de fantassins à la lutte contre les drones, qui est un calque des centres ukrainiens pour le même effet, c'est-à-dire où le soldat est plongé dans un enfer complètement saturé d'explosions, menacé par les drones, etc., etc. Donc, quelque part, certains commandants d'unités peuvent aussi prendre l'initiative et se tester au drone. Ah bah oui, mais c'est pour ça que je dis c'est très paradoxal les retours qu'on a parce que on se rend compte que malheureusement ça vient pas du ministère lui-même et ça vient pas bien évidemment du chef des armées qui a la bouche pleine de propos mais qui prend pas beaucoup de décisions qui vont dans ce sens. Et donc s'il faut parce qu'une armée ce qu'il faut c'est qu'elle ait une doctrine uniforme. Donc c'est très bien s'il y a des chefs d'unité qui s'inquiètent de commencer à tester leurs hommes dans des circonstances et dans des environnements les plus réalistes possibles. Mais ce qu'il faut, c'est pas que ce soit limité à tel ou tel régiment ou à telle ou telle partie de notre armée. Il faut que malheureusement, et donc ça coûte de l'argent, que tout le monde soit soumis à ça à un moment ou à un autre. Ouais, c'est assez. Il faut, en effet. J'ai une question là qui m'est venue, mais on va pas y répondre là tout de suite. Je vais vous préciser qu'il demandait des nouvelles de Jacques Beau et de Xavier Moreau. Je vous précise que la semaine prochaine, il y aura une émission consacrée à ça sur Omerta, sur un petit peu le traitement que ces deux, ce Français et ce Suisse, ont mis sous sanction par l'Europe. Voilà. Donc, je voulais juste faire une petite annonce là-dessus. Et on va continuer sur, à moins que Sylvain, vous vouliez réagir aussi sur ces individus qui maintenant sont frappés de sanctions et voient le gel de leurs actifs bloqués. Bah, tout le monde sait que Xavier Moreau est un ami, donc voilà, c'est désastreux de voir que quelqu'un, sous prétexte de divergence d'opinion, se retrouve frappé de la sorte par son propre pays, puisqu'il a la double nationalité.
Voilà, je ne comprends toujours pas, sinon l'hubris de l'Union européenne, de ses institutions, le fait que Monsieur Barrot s'est senti peut-être un peu trop visé par les propos de Xavier dans certains de ses bulletins. Mais enfin, quand on est ministre, normalement, on est une colonne vertébrale, donc ces choses-là doivent vous passer au-dessus ou au-dessous. Quant à Jacques Beau, c'est quelque part encore pire parce qu'on en a fait une espèce de prisonnier pas loin de chez moi, à Bruxelles, qui peut même pas rentrer chez lui. Enfin, et puis son gouvernement, alors là, a été en dessous de tout pendant quasiment un mois. Il vient enfin de réagir un peu plus avec un peu plus de virulence pour essayer de lui apporter un soutien, puis de demander des comptes à l'Union européenne, parce que c'est quand même pas normal de faire ça à un citoyen suisse. Et puis surtout, bah voilà, c'est vu le niveau d'expertise de Jacques Beau, mais enfin, c'est pas possible. On vient nous dire en plus concomitamment à ça, c'est pas gentil ce qu'ont décidé les États-Unis à l'égard de Monsieur Thierry Breton. Mais enfin, à un moment donné, faut avoir un minimum de cohérence. Où on hurle contre la censure du gouvernement américain contre Thierry Breton, et on ne fait pas ça à Jacques Beau ou à Xavier Moreau et à mais il n'y a pas personne. de poids de mesure. Mais il n'y a pas de poids de mesure parce qu'une Non, fois c'est pas encore, possible. Ouais. voilà, on voit bien que c'est le délit d'opinion. Vous êtes en prison ou vous êtes mis sur la touche parce que vous êtes soi-disant pour la Russie ou contre l'Ukraine ou ce genre de choses. Je rappelle, vous évoquiez tout à l'heure le livre L'art de la guerre russe de Jacques Beau, mais dans tous ses ouvrages, ce qui est remarquable chez Jacques Beau, c'est que toutes ses sources sont des sources occidentales. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un mot qui est pas sourcé par des sources occidentales et globalement même ce qu'on appelle les médias de grand chemin. Voilà. Hein. Puis alors à côté, vous avez aussi cette affaire de gens qui eux sont carrément derrière les barreaux, hein, les gens de l'association humanitaire SOS Donbass, qui eux sont sous les verrous depuis presque 2 mois maintenant parce que ils seraient des espions à la solde de la Russie parce qu'ils emmènent des convois humanitaires dans le Donbass. Mais c'est fou, c'est fou, c'est fou. On poursuit, Sylvain. Il nous reste une demi-heure à peu près. D'après vous, qu'est-ce qui pourra permettre à la Russie de revendiquer la victoire aux yeux des Européens? Alors, la personne qui est Mehdi Bouchelagem, 1373, demande aussi si ça peut être la prise de Kiev ou la destruction de l'armée ukrainienne. La prise de Kiev n'est pas, à mon avis, dans les objectifs russes pour arriver à leur fin. Je pense qu'à un moment ou à un autre, pour que les Occidentaux acceptent, c'est parce que justement, on en parlait tout à l'heure, les Américains diront bon, c'est complètement fini, vous devez vous ranger au fait que regardez, les Russes sont aux portes d'Odessa ou aux portes de Zaporizhia et qu'ils ont plus d'hommes, ou que même le gouvernement à Kiev est en train de s'effondrer. Ou qu'il y a même un début de coup d'État, hein, voilà, tout un tas de scénarios très défavorables au maintien d'une structure gouvernementale cohérente. Donc c'est ça qui fait que les Occidentaux devront intervenir. D'ailleurs, il y a certains analystes qui disent que la volonté britannique, allemande et française de pouvoir avoir des forces de réassurance sur le territoire ukrainien en cas de cessez-le-feu, c'est aussi pour éviter justement cette guerre civile dans la guerre civile entre les néo-bandéristes et le gouvernement Zelensky, hein, pour s'assurer qu'il n'y ait pas un effondrement de la partie ukrainienne qui restera ukrainienne. Oui, c'est effectivement, vous avez. Alors, je suis en train encore, toujours, hein, beaucoup de gens reviennent sur la prise d'Odessa. Odessa va tomber toute seule sans combat. Ça, par contre, j'en suis pas tout à fait sûr. Hein. Pour être allé au début de la guerre côté ukrainien, Odessa, c'est très compliqué. Il y a beaucoup il y a beaucoup de points, beaucoup de ponts autour, et c'est une zone extrêmement difficile, au point que les Russes avaient imaginé une opération amphibie au début de la guerre qui n'a pas eu lieu. Donc non, non, c'est pas une partie de plaisir de prendre Odessa. Et je crois, et ça c'est un témoignage personnel que je peux donner ici, c'est que les Russes ont j'ai discuté avec plein de soldats russes sur le front là-dessus. Ça revient toujours, c'est qu'il y a ils n'ont pas envie de détruire Odessa. Comme vous le disiez d'ailleurs, voilà, c'est une ville qui a une résonance particulière chez les Russes, chez les Ukrainiens aussi, et que voilà, il y a quand même quelque chose qui touche au fondement de l'âme slave, tout comme Kiev d'ailleurs, qui est le fief à la base de la Russe de Kiev, et il y a quand même une importance historique auquel les Russes sont sensibles, me semble-t-il.
Ah oui, tout à fait. Ah bah oui, ils vont. C'est pour ça qu'ils emploient pas des méthodes à l'américaine de bombardement massif et indistinct. Hein, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des frappes de missiles ou ce genre de choses, mais on n'est pas sur du carpet bombing pour Oui. libérer les villes. Hein. C'est pas du Mm. tout le cas parce que oui, il faut préserver. Comme disait Winston Churchill, hein, si on se bat pas pour la culture, pourquoi on se bat à quoi ça sert hein. Donc Mm. là, pour les Russes, c'est sûr que Odessa, Kiev, c'est des joyaux de leur culture, à eux Mm. aussi. Ouais. Des gens demandent s'il y a encore des soldats nord-coréens. Je crois qu'il y en a du côté russe. Alors, les Nord-Coréens qui seraient encore sur place seraient donc dans le secteur de Souja pour participer aux opérations de déminage, hein, qui Mm. ne sont pas, semble-t-il, encore achevées. Et puis, pour ceux qui auraient perdu le fil des choses, dans ceux que moi j'avais potentiellement identifiés comme étant sûrs d'être présents au-delà de ce que nous racontait la propagande de l'OTAN ou la propagande américaine, c'est que les Russes avaient fait venir des obusiers de 170 mm lourds de l'armée autoportée, hein, de l'armée nord-coréenne, et que, à mon avis, j'ai pas vu d'informations selon lesquelles ces obusiers auraient été rapatriés et ne seraient plus sur le front. Donc, à mon avis, il y a encore des artilleurs nord-coréens qui les servent Mm. aujourd'hui et ils sont Mm. normalement dans le secteur de Soumy. Mm. Également, on demande combien de gens conscrits de force sont arrachés dans les rues. Est-ce que ce phénomène existe toujours côté ukrainien et quelle est la proportion de ces gens on a vu hein, sur des vidéos, tout le monde l'a vu. D'ailleurs, les médias ont mis un peu de temps à en parler, mais bon, c'est aussi aujourd'hui, c'est de notoriété publique, quoi. Alors, la proportion, c'est très difficile de la trouver puisque on se base d'abord sur des vidéos qu'on voit sur les réseaux Telegram. Donc, Ouais. faut pas se laisser non plus impressionner en pensant qu'il n'y a que ça. Mais on sait que ça représente un nombre important d'hommes, que ça a donc fini par dégénérer ces dernières, ces Mm. derniers 5-6 mois avec des gens qui se sont fait sauter avec des grenades, des types qui ont sauté de l'hôpital où on les avait amenés pour la visite médicale, etc. On a vu aussi donc de plus en plus, pas simplement la résistance des gens qu'on vient enlever, Mm. mais une résistance de leur famille et des voisins quand ça se passe dans la rue, Mm. voire d'anonymes. J'ai vu récemment des scènes où c'était des anonymes qui venaient au Mm. secours d'un type pour tabasser les types du TCC. Donc ça se poursuit, mais semble-t-il, il y a moins de vidéos qui circulent. Alors est-ce que le phénomène, du coup, on va considérer qu'il a diminué ou pas? Ça, c'est très très compliqué Mm. de faire la part des choses. Pourquoi il y a moins d'images? Ça, c'est compliqué à dire. Est-ce que c'est parce que les Ukrainiens arrivent à brouiller, à empêcher, parce que je rappelle, à cause des résistances autour des gens qu'on voulait Mm. enlever, les Ukrainiens ont pris des lois pour dire tous ceux qui entravent, ils vont en prison aussi. Donc, est-ce qu'il n'y a pas aussi ce phénomène-là qui est rentré en ligne de compte? C'est pour le moment très très opaque à déterminer. Mm. Quelqu'un a posé une question, là elle est partie malheureusement, mais qui posait une question sur la natalité en Russie en disant que la Russie n'avait pas à rougir par rapport à la natalité désastreuse aujourd'hui en France. Qu'en est-il hein, de cette natalité? On sait que Vladimir Poutine a tenté des politiques natalistes. Est-ce que Viktor Orban, on en parlait tout à l'heure aussi, met beaucoup l'accent sur la famille en Hongrie? Et qu'en est-il de la situation démographique en Russie aujourd'hui? Ah bah la situation démographique en Russie, effectivement, elle a rien à envier à la nôtre. Sauf que le problème, c'est que c'est pas forcément pour les mêmes raisons. Mm. C'est-à-dire que nous, c'est par rapport à un confort occidentaliste qu'on a décidé d'arrêter de faire des enfants. Les Russes, ils ont un déficit démographique qui n'est pas simplement lié à ça, mais qui est d'abord et avant tout lié à l'accumulation Première Guerre mondiale, 1,7 million de morts, la révolution et la guerre civile derrière, je ne sais plus combien de millions de morts, les Mm. famines de Staline et la Grande Guerre patriotique, auquel il faut même ajouter un creux Mm. démographique dans les années 90, quand Yeltsin était au pouvoir. Donc, quand on a un tel bagage négatif, on part de très, 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 très loin. Hein. Il n'y a aucun pays au monde qui part d'aussi loin. Et donc, automatiquement, même les mesures qui sont prises par Vladimir Poutine depuis maintenant 5-6 ans, elles ne porteront pas leurs fruits avant au moins une décennie.
On pourra en voir les effets réels ou pas dans une décennie. Là, pour le moment, c'est beaucoup trop tôt. Il y a une tentative de redressement comme avec Orban. Est-ce elle aboutira ou non? Ça, c'est pas en 2-3 ans qu'on peut le faire. Les démographes, ils travaillent sur 10-20 ans. Ouais. Quelqu'un précise la fécondité en Russie 1,3 enfants par femme, en France 1,5. Voilà. Miss Dronio 12,34. Voilà. Autre question, puisque est-ce que les civils russes qui s'étaient portés volontaires ont été intégrés à l'armée ou est-ce qu'ils ont pu retourner chez eux? Je pense qu'il fait évidemment une allusion aux bataillons de volontaires qui sont très nombreux. Je crois que c'est à peu près 10% de l'armée russe. Quel est-il visiblement de leur traitement? Voilà. Ça dépend du type de contrat qu'ils ont passé. Alors, vraisemblablement. 6 mois, c'est des contrats de 6 mois, les bataillons de volontaires. Voilà. Et donc, ceux qui ont fait leurs 6 mois, j'imagine que ça a fait partie des choses qu'on a essayé de dénoncer ici. C'est-à-dire qu'on a dû leur proposer des réengagements avec des sommes à la clé très intéressantes, comme dit le parrain, des propositions qu'on ne peut pas refuser. Ouais. Mais j'ai pas entendu de cas. Je dis pas que ça n'existe pas, entendons-nous bien, mais de cas où des gens auraient voulu quitter parce qu'ils avaient fait leur temps et qu'on les a forcés à rester. J'ai vu un cas très intéressant. Alors, c'était un officier instructeur, mais qui avait justement servi dans les volontaires et qui maintenant était resté comme instructeur à l'arrière-front des nouveaux volontaires. Voilà, parce qu'il a dit, j'ai un tel savoir et j'ai accumulé, c'était un homme d'une quarantaine d'années. Il disait, voilà, j'ai accumulé tellement de savoir que si je veux continuer d'être utile, ok, je vais plus m'exposer au front, mais je continue de former du monde. Voilà les seules choses que je peux dire aujourd'hui. J'imagine qu'il y a toujours des gens... Pour reprendre sur ce que vous dites, dans un certain nombre de documentaires d'Omerta qui sont accessibles sur notre plateforme, il y a justement ces instructeurs ayant énormément de bagages, énormément de compétences et qui forment les nouveaux conscrits à aller au front. On les voit, on a plusieurs scènes avec eux, effectivement, notamment des anciens de Wagner quand la milice a été dissoute, enfin en tout cas, qui ont été réintégrés dans des régiments spécialement pour la formation au vu de l'expérience qu'ils avaient eue à Bakhmout ou dans d'autres situations. Voilà. Alors... J'ai pas de cas, par exemple, de gens qui auraient déserté parce que ils avaient fini leur contrat puis qu'on les avait forcés à rester. Voilà. Mais on sait qu'il y a des cas de désertion aussi dans l'armée russe comme dans toutes les armées du monde. Alors, dès qu'il y a une guerre. Quelqu'un me demande, les zones russophones seront faciles à tenir in fine, mais si Kiev et une partie de l'Ouest est occupée, encore une fois, on a dit que ça ne serait pas possible. La personne dit il y a des risques de guerre civile. Bon. Ah bah oui. Non, mais les Russes, on va célébrer ce triste anniversaire côté russe dans quelques jours. Les terroristes de Loun, en février 1944, ils ont quand même assassiné le maréchal Vatoutine sur l'arrière-front contre la Wehrmacht. Ils sont capables de tout. Et donc, voilà, à Tcherkassy. Donc, vu ce qu'ils ont fait ensuite pendant toute la partie 45-54, là, c'est sûr, les Russes ne veulent pas en entendre parler du tout. Alors, ça ne veut pas dire que même dans les zones russophones, il n'y a pas des gens qui vont rester infiltrés, qui vont rester dormants, laisser les Russes s'installer et faire du terrorisme derrière. On voit déjà aujourd'hui ce que sont capables de faire les services spéciaux ukrainiens sur le territoire même de la Fédération de Russie, en plein Moscou, en tuant des généraux. Faut pas s'attendre à ce que ça se passe mieux une fois la paix revenue officiellement. D'ailleurs, à ce propos, il y a eu quelques questions, je ne les ai pas notées sur Kirilo Budanov. Comment vous voyez son ascension dans l'appareil d'État on l'a vu à Paris d'ailleurs l'autre jour, rencontrant son homologue française. Comment vous voyez cette ascension de ce personnage qui est responsable pour partie de ce que vous racontez, de ce type d'opération clandestine? Alors, il en est en partie responsable en tant que supérieur hiérarchique, mais celui qui était le responsable opérationnel, il
il a été mis à l'écart il y a 2 ou 3 semaines maintenant, hein, parce que justement, dans le cadre des négociations, il fallait plus qu'il soit trop visible, alors que c'est vraisemblablement lui qui était à l'origine notamment de l'affaire du pont de Kerch. Mais voilà, petit détail. Pour moi, Boudanov, c'est le joker du côté britannique, hein. C'est-à-dire que les Britanniques, ils ont 2 jokers. Le plus important, c'est Zaloujny, bien évidemment. Et si ça passe pas avec Zaloujny, ils ont Boudanov dans leur escarcelle, parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que une petite incision. Budanov a quand même été formé par la CIA. C'est quand même oui, alors britannique, plutôt quand même du côté des Américains, non? Alors, il a été formé par les Américains, mais le problème, c'est qu'est-ce que les Américains vont vouloir faire avec lui ou pas? Parce que moi, je me demande aujourd'hui, pour moi, la partie qu'a joué John Ratcliffe en Ukraine, elle est en train et elle est pour moi déjà terminée. Voilà, il y a d'autres os à ronger au Venezuela ou ailleurs, mais je pense que la partie qu'il a jouée aujourd'hui en Ukraine, elle est terminée. Et que si quelqu'un va rester actif pour soutenir quoi que ce soit, pour enquiquiner les Russes demain, ce sera moins la CIA que le MI6. Et c'est pour ça que moi, je place Boudanov dans ceux qui resteront finalement des instruments de Londres plus que des instruments de Washington, même si au départ, ce sont effectivement les Américains qui se sont chargés de lui. Parce que le problème dans la géopolitique de l'Ukraine, c'est que les Américains, ils sont investis finalement que, à l'échelle du temps long, beaucoup plus récemment que ne le sont les Britanniques, qui, s'ils pouvaient casser les pieds aux Russes depuis 1815 H24, ne se sont pas privés de le faire et ne se priveront pas de continuer de le faire. Voilà, donc vu le rôle que jouent les États-Unis aujourd'hui, je pense que Boudanov aura plus de choses à attendre du gouvernement britannique que de la part de ses parrains américains qui, ne l'oublions pas, sont toujours les premiers à lâcher leur poulain. Hein. Voilà. Que Boudanov passe quelques coups de fil aux survivants du gouvernement sud-vietnamien. Ils lui expliqueront que la CIA a fait d'eux. C'est vrai, les Américains lâchent assez facilement. C'est, je crois, Henry Kissinger qui disait il est déconseillé d'être adversaire des États-Unis, mais être leurs amis, c'est mortel. C'est ça, voilà. C'est ça. Donc, mais c'est sûr, voilà. mais c'est sûr que lui peut jouer un rôle important d'arbitrage entre effectivement donc Zelensky, je sais pas, il paraît qu'il est très proche de lui. Bon, tant mieux. Moi, j'attends de voir jusqu'au bout. Ces proximités-là, on sait ce qu'elles peuvent valoir. Si on prend l'exemple dont on parle en ce moment avec la sortie du film Nuremberg, n'oublions jamais ce qu'a fait Himmler à la fin du Troisième Reich. Il a été se vendre aux Britanniques pour sauver sa peau, hein, en allant jusqu'à leur proposer, pour sauver sa peau, de sortir des déportés des camps de la mort. Donc aujourd'hui, on nous dit ce type-là, ok, il a été fait par la CIA, il est proche de Zelensky, mais demain, entre Zaloujny, Zelensky et Bieletsky, qu'est-ce qui va jouer comme rôle? Est-ce qu'il sera l'arbitre? Est-ce qu'il va aller dans un camp plutôt que dans un autre? Est-ce qu'il va jouer sa propre carte? Parce que lui, on a parlé d'Azov, lui, il a toutes les forces spéciales ukrainiennes à sa disposition. Ce qui n'est pas un atout mineur dans sa manche. On va changer un petit peu de question. Là, il y a Sanoussiba 5750 qui nous demande pourquoi tous ces généraux français qui viennent sur LCI sont-ils anti-russes? Alors, comment dire? Il y a plein de raisons. Bon, pour le général Yakovlev, c'est familial. Hein, c'est-à-dire qu'il y a un atavisme chez lui contre la Russie qui est d'origine familiale. Donc, bon, après, la façon dont il se laisse aller, je pense que le type est comme Zelensky, il est rentré dans un personnage, il peut plus en sortir, donc il ira jusqu'au bout. Pour les autres, c'est tout simplement parce que, on en parlait un peu la semaine dernière avec Charles, depuis avant 1914, à l'initiative d'une partie de l'élite allemande, il y a eu une volonté de déconsidérer les Russes, de déconsidérer les élites russes. Et pourtant, la tsarine était une princesse allemande. Il y avait beaucoup de généraux d'origine allemande qui servaient dans l'armée impériale. Mais à partir du moment où ils ont perdu contre le Japon en 1905,
a commencé à monter cette idée que finalement les Russes c'était des gros lourds pâteaux, pas très fins, pas très intelligents. Et la fin de la Première Guerre mondiale n'ayant pas joué favorablement, s'est ajoutée là-dessus la couche de ce sont des bolcheviks, puis pour certains Européens, ce sont des judéo-bolcheviks. Et donc, on a dit, ils valent rien. Leur difficulté, à la fois en envahissant la Pologne en 1939, mais aussi en attaquant la Finlande quelques mois plus tard, n'a pas joué en leur faveur. Les Allemands, moi, tous les récits que j'ai pu lire pour faire mes recherches sur ces questions-là, sont là à se dire mais c'est qui ces types, c'est plus du tout l'armée même du tsar. En plus, ils savaient que Staline avait liquidé une partie des officiers quelques années auparavant. Et donc, il y a eu cette idée que c'était des sous-hommes finalement. Ça rentrait très bien dans le discours du nazisme. Et le pire, c'est qu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale, on a laissé les généraux allemands survivants nous raconter la guerre à l'Est en se dédouanant de toutes leurs erreurs, en les collant uniquement sur le dos d'Adolf Hitler. Et donc, on s'est dit, le modèle pour lutter demain contre l'armée rouge au cours de la guerre froide, ça va être le modèle allemand, mais pourtant, il venait d'être vaincu. Mais par anticommunisme, par anti-Russie, sentiment anti-russe, tout le monde s'est figé là-dedans et personne n'en est jamais sorti, même si, donc, dans les années 70-80, il y a un grand officier américain qui est le colonel Glantz, qui a fait une historiographie complète de la Grande Guerre patriotique, qui a fait découvrir aux militaires occidentaux l'art opératif soviétique avec ses spécificités, sa profondeur, le grand penseur qui est Alexandre Zvietchine, que personne n'étudie en France, ne lit, etc., et surtout pas à Saint-Cyr, ni à l'école de guerre. Et donc, ces gens-là, ils sont restés dans l'idée. Souvenons-nous de ce débat fou entre Piotr Tolstoï et Goya, Goya qui disait en rigolant, ah ouais, mais vous les Russes, vous en avez perdu des guerres et tout. Puis Tolstoï, très gentiment, qui lui disait, mais vos chars, faites-les venir, on va les cramer. Pour le moment, c'est Piotr Tolstoï qui avait raison et qui a tenu sa promesse. Michel Goya ferait mieux de se taire pour un bon moment. Mais c'est pas le cas. Non, c'est pas le cas. Et il n'est pas le seul. Non. Ils continuent, ils accumulent erreur sur erreur depuis 3 ans, mais ils ont toujours le verbe haut. Quelqu'un nous dit, il n'y a pas d'ailleurs une remarque que les généraux de plateau, j'ai des sources sûres, ils disent que beaucoup de généraux français veulent vraiment faire la guerre à la Russie. Le niveau est très bas et l'endoctrinement. Voilà. C'est sûr qu'il y en a aussi certains qui n'ont pas quitté le logiciel de la guerre froide et puis qui se disent… Yakovlev, quand il parle des Russes, on a l'impression que des années 60, des gens qui vivent dans des trous, voilà. C'est ça. Bon, ce qu'il n'a pas compris quand il dénigre la culture russe, et ce qu'on a rappelé tout à l'heure, c'est que la culture russe et ukrainienne, c'est à peu près la même, sauf justement dans l'ouest de l'Ukraine. Mais c'est les mêmes bonhommes, c'est les mêmes bases. C'est ce qui explique aussi la violence et le courage dont ils font preuve de part et d'autre. Pour ça aussi que c'est très compliqué. C'est que les types, c'est des, comme l'a dit Emmanuel Todd, de part et d'autre, c'est d'ex-citoyens soviétiques slaves. Vous pouvez pas les détacher en disant les uns sont bons, les autres sont mauvais. C'est là qu'on voit l'inculture ou la volonté de faire de la propagande vraiment de bas niveau de la part de ces gens-là. Et puis ces gens-là, il faudrait qu'ils nous rappellent leurs états de service respectifs. Oui, c'est souvent de l'état-major et du cirage de pompe. On va dire, pour rester poli. Voilà, Mako Laforge 5234. Pourquoi nos élites feignent de ne pas comprendre qu'on ne peut pas faire la guerre à une puissance nucléaire sans provoquer une apocalypse? Alors, on peut pas la faire. Ils font semblant de nous faire croire qu'ils vont la faire parce que, comme je le disais tout à l'heure, sur la mise en avant des manœuvres là, les 3 manœuvres dont je parlais l'année dernière, on voit bien qu'Emmanuel Macron, c'est pour des questions de politique intérieure qu'il essaye de nous faire croire que demain on irait faire la guerre à la Russie. Lui sait très bien que c'est pas possible. Ou alors on arrive à la guerre nucléaire, mais enfin là c'est plus la guerre, c'est autre chose. Mais la guerre conventionnelle, tout le monde sait en Europe qu'on n'est pas capable de la faire. Et puis que c'est pas demain qu'on va être capable de la faire. Parce que
Régis, et vous pouvez en témoigner encore plus que moi puisque vous avez été sur le terrain, mais les jeunes que vous avez vus là-bas de part et d'autre de la ligne de front, c'est pas les jeunes français Ah non, non, qui non, sont ça à n'a rien à 24 voir. avec le téléphone portable, etc. C'est une Donc, autre constitution. oui, et voilà. Et ensuite, il y a le côté physique, hein, c'est pas les mêmes gabarits. Donc, venir nous dire, on va réarmer, ben oui, faites tourner déjà les usines, et puis ensuite, on va faire la guerre. Mais vous allez armer quelle population pour faire la guerre? Voilà, moi, les gens qui me disent l'Allemagne se réarme, c'est grave. Oui, d'accord. Mais le peuple allemand d'aujourd'hui, Dieu merci, c'est pas celui de 1939. D'ailleurs, les Allemands savent très bien qu'ils ont des problèmes de recrutement, mais du coup, ils mettent les bouchées doubles. Ils ont proposé pour leur service militaire volontaire 2600 € par mois, des mesures incitatives pour avoir son permis de conduire gratuitement si on prend un engagement d'1 an. Et nous, on est à proposer 800 €. C'est quand même, on sent que les Allemands, il y a quand même une volonté de faire les choses beaucoup plus et de ne pas rester dans la rhétorique incantatoire. Ah bah parce qu'ils ont plus de moyens financiers que nous, hein, on le sait bien. Oui. Voilà, c'est sûr que même si l'Allemagne est à terre après l'affaire des Nord Stream, etc. Bon, il y a quand même une capacité financière qui est beaucoup plus importante que la nôtre. Donc effectivement, ils essayent de mettre les choses en corrélation. Mais maintenant, comme moi je viens de l'écrire là dans mon dernier livre sur la fin de la domination américaine. Aux États-Unis aujourd'hui, qu'est-ce qui pose problème à l'US Army? C'est le problème du recrutement. Et non pas le problème du recrutement parce qu'il n'y a pas de gens qui veulent venir, mais parce que ceux qui veulent venir, quand on leur fait passer les tests physiques, eh ben, ils les passent pas. Même après qu'on les ait abaissés avec les histoires de wokisme et d'LGBT, là, pour que des gens transgenres puissent aussi participer à ces tests sans discrimination. Même comme ça, on a, je sais pas combien de seuils d'échec parce que les gens sont en surcharge pondérale, parce qu'ils ont plus de cardio, parce que ceci, parce que cela. Mais notre jeunesse ouest-européenne, elle est pas aussi gravement atteinte, mais elle est pas loin d'atteindre le même seuil. Donc demain, quand il faudra faire des tests d'incorporation pour dire aux gens, vous allez passer, là on a parlé de Severs que tout à l'heure, 3 ans sans être relevé sur un front. Ouais, c'est fou. Ouais. Et il y a combien de jeunes en Europe qui vont être même demain, si on les entraîne, capables de soutenir ça? Il y en a quasiment pas. Il y en aura quelques-uns, bien sûr, il en reste, hein, j'en connais. Mais comme je le dis toujours, moi je suis aussi entraîneur de football américain et ça a été mon métier. J'ai vu ces 20 dernières années, comme on dit dans notre jargon, le matériel humain. Et le foot américain, c'est quand même quelque chose de violent et d'exigeant. Le matériel humain se dégrader. Oui. Alors, autre question, ça revient encore. Toujours la situation actuelle en Iran a-t-elle un impact sur la Russie, notamment sur les plans politiques, stratégiques ou économiques? Pour moi, ce qui se passe là-bas, ça peut gêner Moscou à partir du moment où il y aura une perte de contrôle de l'Iran qui basculerait dans un chaos ou que d'un seul coup quelqu'un prenne le pouvoir et coupe les ponts avec Moscou. Mais je pense pas qu'on va vers ce scénario-là parce que d'une part, les Russes ont déjà, parce que les gens quand ils parlent de cette histoire avec l'Iran, je ne sais pas pourquoi, ils écoutent pas Benjamin Netanyahou et ils écoutent pas le Mossad. C'est très bien de me parler de Donald Trump, mais enfin celui qui a invité le peuple iranien à changer de régime en juin l'année dernière, c'est pas Donald Trump le premier, c'est Benjamin Netanyahou. Et là, c'est encore le Mossad qui disait il faut faire, il faut faire. Donc moi, je veux bien qu'on me dise les Américains vont servir de bras armés à Israël, mais je pense que tant qu'on ne peut pas envoyer du monde au sol, on ne peut pas changer à coup de bombe un gouvernement d'un pays comme l'Iran. Donc on peut le forcer dans des négociations, là par contre, à accepter telle ou telle condition sur la question du nucléaire. D'ailleurs, ça va poser un grand problème de communication à Donald Trump. Parce que si les Iraniens communiquent en disant on a accepté d'arrêter l'enrichissement, ça veut dire qu'ils viendront contre le scénario qui a été vendu en juin dernier par Donald Trump, comme quoi il n'y avait plus de capacité d'enrichissement et que les bombes américaines l'avaient réduit en cendres. Il faudra être très habile pour faire ça. Oui, mais c'est vrai. Les Russes, les Russes ont aidé les Iraniens à détecter les types qui avaient du Starlink
pour justement faciliter les arrestations, etc., des agents américains ou israéliens ou leurs affidés. Les Chinois ont fait un pont aérien pour envoyer du matériel. Bon, je pense qu'ils ont fait le maximum et que tout le monde finira autour d'une situation, d'un règlement diplomatique, parce que le dernier truc que personne ne nous raconte, c'est que ça fait 24 heures que Poutine et Netanyahou se sont parlé et que Poutine s'est proposé comme interlocuteur auprès des Israéliens pour aplanir les choses avec Téhéran. Donc, il n'y a pas que Donald Trump dans la partie. La Russie, oui, va jouer peut-être un rôle demain dans un règlement direct entre Israël et Téhéran. Il ne faut pas l'oublier. Alors, il y a un Français expatrié dans l'Oural qui nous dit, qui vous dit à vous et à moi, si vous voulez venir, vous êtes les bienvenus, et il fait moins 30. Voilà. Donc, on le remercie. Merci. Ça fait, voilà. Mais oui, qu'est-ce que je voulais? Je regarde encore les questions qui me parviennent. Toujours, donc, situation en Iran, nos élites. Généraux français, voilà. Je regarde encore si j'en ai, mais le problème c'est que je n'arrive pas à et qu'il nous reste là moins de 5 minutes. Ouais, ça défile très très vite. Alors pourquoi les Russes ne doivent-ils pas prendre Odessa pour bloquer la mer Noire à l'Ukraine et empêcher tout commerce à l'Ukraine? Voilà. Bon, on a déjà un peu répondu quand même là-dessus. Hein, oui, voilà, oui. Alors oui, on a parlé de deviendront les armes à la fin de la guerre. Voilà. Les armes. Les armes, ouais. Bah, on sait qu'il y en a pas mal qui échappent au contrôle, mais. Bah, on est de la même génération, Régis. On pourrait répondre simplement aux gens en disant que sont devenues les armes de la guerre en Yougoslavie. On les a retrouvées un peu partout pour les mafias européennes, à Marseille, en Calabre. Donc malheureusement, on en trouve déjà, les Américains en ont déjà retrouvé chez les Mexicains des cartels. Donc c'est des armes qui vraisemblablement n'ont pas forcément atteint jusqu'à l'Ukraine. Il y a des présidents africains en 2022 qui disaient qu'il y en avait certaines dès 2022 qui avaient atterri en Afrique subsaharienne. Ça va de toute façon continuer de déborder malheureusement et d'alimenter toutes les mafias d'Europe, d'Amérique latine. Ça, c'est inévitable, inévitable. Alors, qui succédera à Poutine s'il vient à mourir? Alors là, là, c'est du Madame Irma. Là. Ça, c'est. Je pense que malheureusement, et là, les Occidentaux pourront commencer à se poser des questions sur tout ce qu'ils auront raconté sur Vladimir Poutine depuis 25 ans, c'est qu'on aura affaire à quelqu'un qui sera probablement plus proche de ce qu'on appelle les turbo-patriotes et qui sera beaucoup moins enclin à discuter longuement, patiemment, avec des gens qui les insultent en permanence, comme l'a fait Vladimir Poutine. Parce que je rappelle, Vladimir Poutine, il était plutôt du côté de ce que les Russes appellent les occidentalistes. Hein. Il n'était pas du tout contre nous, il voulait rallier l'OTAN, il voulait des bons rapports avec le reste du monde occidental, il pensait qu'on allait l'accepter tel quel en le respectant. Bon, il s'est rendu compte que c'était pas vraiment comme ça que ça allait se passer, mais qu'à côté de lui, on a des gens qui sont ce qu'on appelle des turbo-patriotes et qui, eux, auraient peut-être pris des décisions plus radicales contre nous ces derniers mois. Ouais. Et c'est peut-être chez eux qu'on trouvera le prochain président de la Fédération de Russie. Je vais dire malheureusement pour nous. Dernière, oui, alors, quand verrons-nous la fin de ce carnage? Peut-être ça peut être la dernière question. Vous êtes confiant, Sylvain, que ça pourrait s'arrêter avant l'été? Il y a aussi la question des midterms avec Donald Trump, des élections midterms qui auront lieu en novembre, et qu'une paix en Ukraine pourrait, on va dire, faire qu'il aura répondu à une promesse électorale, en tout cas. Ah bah c'est sûr que la conjonction des enjeux américains, des enjeux propres à l'Ukraine et son armée, avec ce qu'on vient de décrire de son état et de ses difficultés et de ses dilemmes politico-militaires, c'est sûr qu'il y a intérêt à ce qu'on arrive à l'été et que ça se termine à ce moment-là, parce que de toute façon,
Il n'y a pas d'issue. C'est ça qui est terrible. Les gens veulent nous dire, mais oui, mais l'Ukraine ci, l'Ukraine ça. On n'a pas abordé cette question-là parce qu'elle est très souvent éludée par tout le monde. Il nous reste une minute, Sylvain. Ah, d'accord. Bah, il aurait fallu se poser la question de ce que l'armée ukrainienne aurait pu adopter comme stratégie différente pour poser beaucoup plus de problèmes à l'armée russe, mais on ne l'a jamais fait, encore une fois, par cécité intellectuelle. Donc pour moi, oui, c'est dans les 6 mois qui viennent qu'il faut que ça se termine et du mieux possible à l'intérieur de l'Ukraine pour pas que ça dégénère en chaos type Berlin 1919. On vous remercie, Sylvain. Merci à vous d'avoir suivi et d'avoir été actif dans ce live qu'on nous avons eu le plaisir de partager avec vous, Sylvain et moi. On en refera. La guerre n'est pas terminée, hélas, mais même si elle se termine, on continuera à faire des lives sur Europe 1. Je vous souhaite à tous et je vous souhaite à Sylvain une bonne soirée. Et je vous dis à très bientôt pour un nouveau live sur Omerta. Et n'oubliez pas aussi de vous abonner à notre chaîne YouTube. C'est très important. Continuez à le faire, continuez à en parler autour de vous pour suivre nos programmes. C'est important. Voilà. Merci Sylvain, merci à vous tous et à très bientôt. Merci, au revoir. Alors, voilà.